Bien, mes chers collègues, nous allons ouvrir notre réunion. Notre ordre du jour appelle l'examen du rapport d'information qui a été confié à Denis Masséglia et Pierre Cordier, co-rapporteurs sur la diplomatie économique. Ce rapport présente des enjeux très importants. 2 chiffres les illustrent. Plus de 60 milliards d'euros de déficit commercial pour notre pays, 200 milliards d'importations chinoises vers les États-Unis, que le président Donald Trump vient de décider de surtaxer. Le premier de ces chiffres montre que le commerce extérieur doit être pour notre pays évidemment une priorité économique majeure, et le second illustre à quel point les questions commerciales sont aujourd'hui centrales dans la diplomatie internationale. Nos 2 rapporteurs ont analysé sans aucune complaisance, et j'ai lu leur rapport et je les félicite vraiment pour le travail accompli. Ils ont analysé donc les faiblesses structurelles qui limitent nos performances à l'exportation, ainsi que les réformes conduites ces dernières années pour améliorer l'accompagnement de nos entreprises à l'international. Le bilan de ces réformes est mitigé, et c'est pourquoi le gouvernement a annoncé un nouveau train de réformes. La traduction législative de certains se trouve d'ailleurs dans la loi Pacte en cours de discussion. Pour aller plus loin, nos rapporteurs formulent 19 recommandations très concrètes et très précises. C'est un débat qui intéresse particulièrement notre commission, puisque c'est notamment l'organisation de notre réseau diplomatique et des opérateurs de l'action extérieure qui est directement concernée. Je suis donc heureuse de donner maintenant la parole à nos 2 rapporteurs. Denis Masséglia, je crois que c'est vous qui commencez. Je rappelle que cette audition est publique. Merci Madame la Présidente. Avant de commencer, moi je voulais remercier déjà mon co-rapporteur Pierre Cordier présent, avec qui je pense nous avons réussi à faire un travail collectif et qualitatif, ainsi que l'administrateur qui nous a accompagnés tout au long de ce travail qui a pris pratiquement un an, Monsieur Ratoun ici présent. Peut-être dire un petit mot Pierre avant qu'on commence le début. Madame la Présidente, chers collègues, bien effectivement, je rejoins Denis. Ce qui nous a rassemblés, j'allais dire, a été beaucoup plus important que ce qui nous a séparés concernant, j'allais dire, les propositions, les constats qu'on a pu faire. Et donc, à mon tour, je veux te remercier, Denis, parce que on a passé de nombreuses heures ensemble, avec l'administrateur également, et ces rencontres qui ont été aussi, j'allais dire, parfois très technique, complexe, avec des gens qui vivent, qui sont toute la journée, toute la semaine dans leur sphère économique liée à l'export. Il y a des choses aussi parfois qui nous ont un petit peu échappé parce que nous sommes parlementaires, mais on ne peut pas être spécialiste de tout et connaître tout. Donc il y a aussi des éléments qui ont été parfois un petit peu rudes, j'allais dire, dans la manière dont les choses ont été présentées en termes de compréhension et d'approche. Mais en tous les cas, Denis, je te rejoins sur tout cela et je veux aussi te remercier pour le travail, l'ambiance qu'on a eu ensemble pour faire ce boulot. Donc notre rapport est consacré à la diplomatie économique. Cette expression a été popularisée par Laurent Fabius lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères et qu'il a obtenu le rattachement du commerce extérieur à son ministère et souhaitait mieux mobiliser nos ambassadeurs au bénéfice de nos entreprises. Cela renvoie à la question de l'accompagnement de nos entreprises quand elles vont à l'international, sur laquelle nous avons centré notre rapport après avoir auditionné près d'une trentaine de personnes d'horizons divers, des représentants de nos administrations aux chefs d'entreprise. Le contexte international nous rappelle cependant que l'expression diplomatie économique peut avoir un autre sens. La diplomatie économique, ce n'est pas seulement le fait de dire aux diplomates de consacrer plus de temps aux enjeux économiques, c'est aussi le fait que ces enjeux économiques, en particulier commerciaux, peuvent se retrouver au cœur des tensions internationales de la grande diplomatie. C'est patent alors que l'administration du président Trump fait une priorité du rééquilibrage des déséquilibres commerciaux bilatéraux des États-Unis et considère que ce rééquilibrage pourrait être obtenu par des mesures protectionnistes. Cela conduit, on le voit, à des discours et des mesures qui ne visent pas seulement la Chine, rivale stratégique des États-Unis, mais aussi leurs plus fidèles alliés, comme le Canada ou l'Allemagne. En dehors de l'administration Trump, personne ne croit que des mesures protectionnistes unilatérales peuvent résoudre les problèmes d'équilibre extérieur. Toutes les études montrent que les mesures protectionnistes ciblées, les mesures de sanctions économiques ou d'ailleurs, à contrario, les mesures d'ouverture à portée relativement limitée comme celles prévues avec le Canada dans le CETA, ont un impact macroéconomique limité, même si elles sont importantes au niveau microéconomique pour certains secteurs.
Quant à des mesures protectionnistes massives, comme vient d'en prendre l'administration Trump contre la Chine, elles risquent de mener à une guerre commerciale perdant-perdant. Dans cette situation, il appartient aussi à l'État de protéger nos entreprises contre les mesures unilatérales agressives, a fortiori quand elles sont extraterritoriales. Tout en étant conscients de cette dimension, nous ne centrons pas nos propositions de cette mission sur la protection, notamment parce qu'un de nos collègues, Raphaël Gauvain, a été chargé par le Premier ministre, avec le sénateur Christophe-André Frassa, d'un rapport sur cette question. Pour en revenir à la diplomatie économique telle que popularisée par Laurent Fabius, cela fait plus de 15 ans que les échanges extérieurs de marchandises de la France sont déficitaires, tandis que ceux de services, qui compensent en partie ce déficit, voire leur excédent fondre. D'après les derniers chiffres publiés par l'administration des douanes, le solde négatif sur les marchandises a dépassé 63 milliards sur l'année glissante juillet 2017-juin 2018. Quant à l'excédent sur les services, qui oscillait habituellement entre 15 et 25 milliards d'euros, il est tombé l'année dernière à 5 milliards. Cette situation difficile de notre commerce extérieur, qui contraste avec les excédents enregistrés par la majorité de nos voisins européens, est aggravée à court terme par des éléments conjoncturels, en particulier les fluctuations du cours du pétrole et les taux de change. Mais sa récurrence implique une analyse des facteurs plus structurels qui l'expliquent. Nous en avons rappelé les grandes lignes dans notre rapport. Du point de vue de la compétitivité, on constate que la France reste, pour les coûts de main-d'œuvre, parmi les pays européens chers, du fait notamment des charges sociales. Les mesures prises depuis quelques années en matière de charges et de fiscalité ont toutefois permis à notre pays de revenir à un niveau globalement très proche de ses voisins, tels que l'Allemagne ou les pays du Benelux. Mais dans le même temps, il n'est pas certain que la qualité soit toujours au rendez-vous. La question de la qualité des produits français est l'objet de positions assez contrastées et nuancées selon les personnes auditionnées. Il y a aussi une question quantitative concernant notre offre industrielle. Il y a un lien très clair entre désindustrialisation et difficulté à équilibrer le commerce extérieur. Lorsque l'on met en relation la part de l'industrie dans l'économie des pays européens et leur solde extérieur, la corrélation est frappante. Les deux pays les plus tertiarisés et désindustrialisés, la France et la Grande-Bretagne, sont ceux qui ont le plus de mal à équilibrer leur solde extérieur, ce qui se comprend. Le commerce des services reste beaucoup moins développé que celui des produits manufacturés. Un autre constat conforte l'interrogation sur la désindustrialisation, le nombre relativement faible d'entreprises françaises qui exportent. Ces entreprises sont moins nombreuses que chez tous nos autres grands voisins de taille économique comparable, en particulier s'agissant des petites et moyennes entreprises. Environ 75 000 entreprises de moins de 50 salariés françaises seulement exportent, contre 180 000 italiennes, 170 000 allemandes ou 140 000 espagnoles. Au total, le nombre de nos entreprises exportatrices, soit 124 000, est très insuffisant, d'autant que 1 000 de ces entreprises assurent 70% du volume exporté. Le gouvernement veut atteindre le chiffre de 200 000 exportateurs, mais nous devons être conscients que c'est un objectif extrêmement ambitieux, car historiquement, le nombre d'exportateurs n'a jamais dépassé 132 000 en France, chiffre atteint autour des années 2000, alors que notre commerce extérieur était fortement excédentaire. Les personnes rencontrées par la mission ont fréquemment mis en avant, au-delà des seuls enjeux de compétitivité, des facteurs plus profonds que l'on pourrait qualifier de culturels dans les déterminants de l'internationalisation des entreprises. Selon certains, les entreprises françaises concevraient encore souvent leurs produits avant tout pour le marché intérieur. L'export permettrait d'écouler des surplus ou de réaliser de temps en temps une bonne affaire. Cela alors que chez nos concurrents européens aurait pris plus précocement l'habitude de concevoir et de produire en vue du marché mondial ou du moins européen. Ce genre d'analyse est bien sûr difficile à vérifier et nous avons aussi rencontré des chefs d'entreprise français qui inscrivent d'entrée de jeu le développement de leur activité dans une perspective internationale. L'existence ou non d'un grand nombre de pépites d'entreprises françaises qui ignoreraient leur potentiel à l'international, malgré l'excellence de leurs produits, est sujette à discussion.
Certains le pensent, d'autres non. Mais ce point ne peut de toute façon ne pas être ignoré. À ce type d'appréciation sur la psychologie des entreprises, on peut rattacher des éléments plus matériels, tels que le développement plus ou moins grand des services commerciaux internationaux des entreprises, leur présence multilingue, ou du moins en anglais, sur Internet et plus généralement la maîtrise ou non des langues étrangères, l'anglais en particulier. L'insuffisante maîtrise des langues étrangères par les chefs d'entreprise, petites et moyennes, et les salariés français a constitué une observation récurrente durant les auditions. Pour certains intervenants, ce serait l'un des principaux déterminants de nos performances moyennes à l'international. La question concerne au premier chef la maîtrise de la langue anglaise. Selon une étude récente, la France serait juste devant l'Italie, l'avant-dernier pays de l'Union européenne pour la maîtrise moyenne de l'anglais par les adultes. Après ces réflexions un peu générales sur la capacité et l'appétence de nos entreprises à aller à l'international, venons-en au dispositif public d'accompagnement qui a pour mission de promouvoir et aider cette démarche. Le bilan est là aussi très mitigé. Il y a eu un certain nombre de réformes sous les législatures précédentes qui allaient dans le bon sens. Le regroupement d'organismes préexistants a permis de constituer des opérateurs plus puissants et plus professionnels, tels que Business France pour l'accompagnement des PME sur les marchés étrangers, BPI France pour les dispositifs financiers et assurantiels, ou Expertise France en matière d'assistance technique dans des processus administratifs. La mobilisation accrue de nos ambassadeurs sur les enjeux commerciaux a aussi été efficace. Cependant, les progrès réalisés ne peuvent dissimuler la persistance d'indéniables lacunes. Tout d'abord, le dispositif reste complexe. De très nombreux intervenants potentiels y figurent, certains mis en place ces dernières années, si l'on pense par exemple aux personnalités désignées sous la précédente législature comme fédérateurs de familles professionnelles à l'export ou encore les représentants spéciaux nommés dans une douzaine de pays pour y promouvoir l'offre française. La mise en place de la diplomatie économique, telle que promue par Laurent Fabius, s'est par ailleurs accompagnée d'une complexification de la gestion du dispositif au sommet, dans la mesure où la compétence commerce extérieur, revendiquée alors par le ministre, n'a en réalité été que partiellement transférée de Bercy au Quai d'Orsay. La Direction générale du Trésor garde un rôle très important et le ministère des Affaires étrangères s'est doté concurremment de sa propre direction des entreprises et de l'économie internationale. En outre, les coopérations et synergies entre les différents intervenants restent imparfaites. En particulier, malgré les tentatives répétées de régler ce problème, les bureaux de Business France et les chambres françaises de commerce et d'industrie à l'international, qui coexistent dans une soixantaine de pays, conservent des relations souvent difficiles, plus concurrentielles que complémentaires. Tout cela a pour conséquence que ce dispositif public et parapublic, encore complexe et fragmenté, reste globalement relativement insuffisant, connu et utilisé par les entreprises. Je le rappelle, il y a plus de 120 000 exportateurs et le but de passer à 200 000. Or, Business France touche avec ses prestations diverses seulement 10 000 entreprises par an. Moins de 3 000 souscrivent annuellement l'une des assurances export public gérées par BPI France. Selon les chambres de commerce et d'industrie, 68 000 structures auraient bénéficié en 2016 d'une prestation internationale. Mais encore faudrait-il savoir précisément ce que cela recouvre. Outre par la complexité, certaines entreprises sont sans doute rebutées par le coût d'accès au dispositif français d'accompagnement. Business France est constamment soumis à des pressions du ministère du Budget pour accroître la part des prestations facturées dans ses ressources afin de limiter la part financée par le budget de l'État. D'après des éléments de benchmark concernant les agences publiques ayant la même mission, Business France serait l'une de celles où les facturations de services aux entreprises fourniraient la plus grande part des ressources. Certaines agences comparables étant financées intégralement ou presque sur fonds publics. De fait, le montant des facturations de l'agence aux entreprises pour ses prestations de conseil et de mise en relation à l'export est souvent critiqué. Confronté à la situation de notre commerce extérieur, le gouvernement a agi depuis un an. Il y a d'abord, il faut le rappeler,
l'adoption d'un certain nombre de mesures de portée générale pour doper notre compétitivité, inscrites dans les différentes lois de finances, de financement de la sécurité sociale ou le projet de loi Pacte. Il s'agit, sans en faire une liste exhaustive, de l'élargissement des allègements de charges sociales sur les salaires modestes, de la réduction progressive du taux normal de l'impôt sur les sociétés, de la réforme de la fiscalité du capital, du lancement du grand plan d'investissement public de 57 milliards, de l'aménagement des coûts liés au seuil d'effectifs, de la création d'une plateforme en ligne unique pour les formalités des entreprises, de la protection des secteurs stratégiques français, etc. Pour ce qui est plus spécifiquement de l'accompagnement des entreprises à l'international, se mettent en place progressivement les grandes lignes d'une réforme et nous en arrivons maintenant au stade des décisions concrètes dans ce domaine. Un rapport a été demandé au directeur général de Business France, Christophe Lecourtier. Il a été remis en novembre dernier en vue de décrire de manière opérationnelle un véritable guichet unique qui pourrait être proposé aux entreprises en matière d'internationalisation. Le 23 février, le Premier ministre a présenté à Roubaix la stratégie du gouvernement en matière de commerce extérieur, comprenant une série de décisions précises. Le 8 février, la réunion du comité interministériel de la coopération internationale et du développement avait également été l'occasion de décisions intéressant la diplomatie économique. La consultation sur le pacte a aussi traité de ces questions et le projet de loi du même nom en comprend les traductions législatives. Le plan présenté le 23 février par le Premier ministre comporte des éléments novateurs. Pour la première fois dans un plan relatif au commerce extérieur, l'accent est mis sur la dimension culturelle et linguistique. Ce plan intègre donc un ensemble de mesures de formation aux langues, en particulier l'anglais, et au commerce international. Un second volet vise à réaliser enfin quelque chose dont on parle depuis longtemps. Un guichet unique pour l'accompagnement des entreprises exportatrices ou qui pourraient exporter. Il s'agit de faire travailler ensemble tous les opérateurs existants, ambassades, Business France, BPI France, Expertise France, réseau de CCI international, régional ou territorial et plein d'autres structures, pour offrir aux entreprises un dispositif unifié, complet et lisible. Au niveau des régions, le rôle opérationnel central reviendra aux chambres de commerce et d'industrie, sous l'autorité des régions et avec l'aide de personnels redéployés de Business France. À l'étranger, les bureaux de Business France et les chambres de commerce françaises à l'étranger devront être réorganisés pour mettre fin aux situations de concurrence, de fait, qui existent. 2 outils numériques nouveaux sont prévus. Une plateforme des solutions qui permettra de répondre aux questions simples des entreprises et de les orienter vers tous les différents opérateurs. Un dispositif de gestion de la relation client, un CRM, Customer Relationship Management, commun aux différents réseaux et opérateurs. Enfin, le gouvernement propose d'élargir certains dispositifs de soutien financier aux exportateurs, notamment l'assurance prospection. Nos recommandations visent à amplifier le fait de ces réformes. La situation de notre commerce extérieur le justifie. Ces recommandations s'inscrivent dans 3 axes. Placer la dimension internationale au cœur de toutes les politiques publiques, y compris de la diplomatie parlementaire. Donner toute sa force au nouveau guichet unique de l'export. Et enfin, rendre plus efficaces les dispositifs publics de crédit et d'assurance export. Sur le premier point qui est central, nous pensons que l'impact sur le commerce extérieur de toutes les décisions publiques devrait être plus systématiquement évalué. Il existe par exemple un débat récurrent sur le fait que les allègements de charges, en ciblant les bas salaires, profitent assez peu aux entreprises exportatrices, dont le niveau de rémunération est généralement supérieur à la moyenne. Il faut prendre en compte cette dimension et ajuster les mesures notamment fiscales et sociales le cas échéant. Nous proposons également de développer les formations spécifiques à l'export et à l'international pour pallier le manque de cadres dédiés export dans nos entreprises. Nous soutenons par ailleurs les propositions faites par le ministre de l'Éducation nationale en faveur du développement de l'apprentissage de l'anglais et des autres langues étrangères dès le plus jeune âge, mais aussi en matière de formation à l'international et aux langues, qui pourraient être complétées, par exemple en relevant les coefficients des langues vivantes dans les diplômes. Enfin, il n'y a pas seulement les étudiants français, mais aussi les étudiants étrangers en France. Ils étaient 325 000 en 2016. Des personnes que nous avons auditionnées ont regretté que les universités françaises soient incapables de faire vivre des réseaux d'anciens élèves. Il est dommage de perdre de vue des personnes qui ont été formées en France
et sont retournés dans leur pays pour y occuper des postes à responsabilité. Les universités devraient se rapprocher du réseau diplomatique pour ne pas perdre le contact avec ses alumni. Sur la question du guichet unique et des synergies entre acteurs, nous sommes en ligne avec ce que propose le gouvernement, dans la lignée de ses prédécesseurs. Mais cette fois, il faut que cela marche. Tout le monde doit jouer son rôle. Cela concerne aussi les parlementaires eux-mêmes, et c'est pourquoi notre première proposition dans ce domaine concerne la diplomatie parlementaire, en particulier les groupes d'amitié qui pourraient à leur manière contribuer à la diplomatie économique. C'est l'objet d'une réflexion actuellement menée par un de nos collègues de la Commission des Affaires étrangères, Buntan. Viennent ensuite plusieurs recommandations concrètes qui nous paraissent conditionner le succès des réformes en cours. Il faut en premier lieu que le financement des nouveaux outils numériques prévus soit garanti sur plusieurs années afin qu'ils puissent être déployés dans de bonnes conditions. Il faut ensuite que la nouvelle plateforme numérique destinée aux entreprises soit attrayante et utile. Suite aux auditions que nous avons menées, nous proposons de la nommer se lancer à l'international et souhaitons que son contenu soit à la fois positif et très pratique. Il s'agit de répondre efficacement aux questions que se posent les PME qui veulent exporter sur les règles et procédures douanières, les règles et pratiques sur tel ou tel marché étranger en matière de contrat, de paiement, de facturation, de livraison, de fiscalité. Autre enjeu, l'accès des PME aux dispositifs proposés si l'on veut parvenir à augmenter significativement le nombre d'entreprises exportatrices. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut développer des offres à coût très réduit de diagnostic export et de premier accompagnement à l'export pour les PME, tout en s'appuyant sur une formule qui a fait ses preuves et représente des coûts faibles, le parrainage de pair à pair entre entrepreneurs. La mise en place d'un guichet unique opérationnel repose aussi sur des réorganisations administratives dont certaines sont déjà prévues par le gouvernement, notamment en ce qui concerne la meilleure complémentarité entre Business France et les chambres de commerce et d'industrie. Nous mettons en avant plusieurs autres pistes. Il y a d'abord une question qui n'est pas nouvelle, c'est celle du réseau déconcentré de la Direction générale du Trésor qui forme dans nos ambassades les services économiques régionaux. Ces services sont rattachés fonctionnellement aux ambassades, mais restent constitués de personnel venant de Bercy, géré et payé par Bercy. Faut-il simplifier radicalement cette situation en intégrant ces services à l'appareil diplomatique? Doit-on au moins réfléchir au sort des services économiques les plus petits, comme la Cour des comptes y a invité? La question doit être au moins étudiée. Il est également nécessaire de se pencher sur les autres opérateurs présents à l'international, qui doivent aussi travailler en synergie pour nos objectifs de diplomatie économique, même si leur mission principale est autre. Nous pensons ainsi que l'agence Expertise France, qui est issue du rapprochement de plusieurs agences de coopération technique des différents ministères, doit être rapprochée, comme cela a été annoncé, de l'Agence française de développement et être confortée dans sa mission de diplomatie économique en bénéficiant d'une fraction de l'augmentation prévue de l'effort d'aide publique au développement. Plus généralement, l'AFD doit travailler en synergie avec les autres opérateurs. Enfin, toujours dans le même esprit, BPI France souhaiterait pouvoir déployer quelques personnels à l'étranger, ce qu'elle ne fait pas encore à la différence des institutions étrangères comparables. Ce déploiement devrait bien sûr être fait en s'appuyant sur les réseaux existants. Nous proposons enfin plusieurs pistes pour dynamiser et diversifier les financements de l'export. Tout d'abord, en s'inspirant du succès du programme de volontariat international en entreprise, dit VIE, qui permet aux entreprises de bénéficier à l'étranger du concours de jeunes professionnels dont l'indemnisation est prise en charge en général à 50% par les régions. On pourrait tester un VIE senior permettant aux entreprises de se lancer sur un nouveau marché avec l'aide d'un consultant expérimenté en reconversion ou en fin d'activité, capable d'apporter une expertise ciblée dans le cadre d'une mission à durée limitée dont la rémunération serait prise en charge en partie sur fonds publics. Nous proposons également d'élargir les dépenses susceptibles d'être couvertes par l'assurance prospection, qui permet de prendre en charge les dépenses de prospection internationale des PME.
à certaines dépenses faites pour accroître la visibilité des entreprises sur Internet, car l'e-commerce est devenu l'un des moteurs de l'internationalisation. Cette assurance permet aujourd'hui de financer les formes traditionnelles de publicité, de participation à des événements, d'exposition de collections, ainsi que d'autres activités. Elle ne couvre actuellement, s'agissant des sites Internet, que leur traduction dans les langues du marché cible. Afin d'augmenter le nombre de bénéficiaires, alors que seules 2069 entreprises ont souscrit à ce dispositif en 2017, contre 2328 en 2016 et 3747 en 2013. Nous pensons que la prise en compte au titre de la prospection d'un plus large spectre de dépenses liées à des outils modernes devrait être envisagée, sous réserve d'une réflexion sur leur délimitation précise afin d'éviter les dérives. Nous proposons par ailleurs de rendre plus agile la gestion des régimes publics d'assurance export en la confiant intégralement à BPI France, car actuellement, cette institution assure en quelque sorte la gestion technique, prépare les dossiers, mais les décisions sur chaque dossier continuent à dépendre d'une commission interministérielle qui peut mettre plusieurs mois à trancher. Enfin, de manière plus générale, nous devons chercher les moyens de mieux orienter l'épargne des Français vers les entreprises exportatrices. Afin de limiter les risques qui sont le principal facteur de découragement des épargnants par rapport aux fonds proposant ce genre d'investissement, en plus du coût élevé du ticket d'entrée, on pourrait réfléchir à un dispositif de garantie en sorte à augmenter les investissements des particuliers dans ce type de produit épargne. Merci beaucoup à nos deux co-rapporteurs. On va maintenant ouvrir le débat, d'abord avec les intervenants des groupes. Pour La République En Marche, Jacques Maire. Merci Madame la Présidente, bonjour à tous. Merci à nos deux rapporteurs, Pierre et Denis, qui ont fait un travail important. Alors tout de suite, une petite déclaration préalable. J'ai un conflit d'intérêt sur le sujet, puisque j'ai été effectivement le créateur de la direction des entreprises, recruté par Laurent Fabius. Et donc je suis partie prenante dans ce débat et vous expliquerez, enfin, vous en verrez les conséquences dans ce que je souhaite dire, au nom du groupe malgré tout, hein, évidemment. D'abord, le travail est exhaustif, il est important, il est précis, il est très utile. Je pense qu'on peut en soutenir vraiment la quasi-totalité des recommandations. Dans le fond, peut-être avec beaucoup plus d'appui, d'ambition et d'exigence dans la formulation. Nous sommes sur des sujets où on a fait le chemin à moitié en permanence, vous l'avez dit. Pour qu'on aille jusqu'au bout, il faut vraiment faire tomber des citadelles administratives, des bureaucraties, des vieilles difficultés qui prennent des années et des années. Et de ce point de vue, si le Parlement ne joue pas un rôle massif de pression, on n'y arrivera pas. Et la meilleure preuve, la preuve la plus absolue, c'est que les décisions du Premier ministre il y a quelques mois n'ont pas touché le cœur des enjeux des citadelles. Et je pense que de ce point de vue, c'est le rôle du Parlement de le faire. Je vais donner quelques illustrations. D'autre part, je pense que c'est aussi important d'avoir le retour d'expression des entreprises par rapport à cette réforme de 2012-2015, qui est globalement un retour positif. C'est-à-dire la mobilisation du réseau, faire du réseau à l'international un actif de déploiement des boîtes est quelque chose qui a été quand même perçu comme un vrai, je dirais, un vrai outil, une vraie amélioration par rapport à la situation antérieure. Une remarque sur le plan politique. Aujourd'hui, on a un décalage très important entre responsabilité politique et, je dirais, positionnement administratif. Pour simplifier, le ministre qui, politiquement, est responsable du commerce extérieur n'a pas la main sur les outils de gestion du commerce extérieur, sauf le réseau international. Ça n'existe nulle part ailleurs. Donc, il y a une espèce, en termes de financier, on dirait un mismatch actif-passif. C'est-à-dire, j'ai le passif, j'annonce les mauvaises nouvelles, j'ai pas l'actif, j'ai pas les douanes, j'ai pas les services de négociation commerciale multilatérale, j'ai pas la tutelle réelle sur BPI France et les outils de financement. Bref, je n'ai pas d'outils de gestion et d'accélération. Cette situation, elle n'est pas durable. Elle a été effectivement confortée par la dernière, je dirais, gouvernement. Elle n'est pas durable et elle est malsaine parce que finalement, il n'y a plus de responsable. Le ministre des Affaires étrangères peut dire « j'aimerais bien, mais je n'ai pas tous les outils ». Et les outils eux-mêmes sont en copartage et sont un peu, je dirais, derrière la frite. Peut-être quelques illustrations par rapport à cela, très rapidement. La première, vous l'avez indiqué, sur le transfert des garanties publiques. Bercy n'a plus de connaissances bilatérales, sectorielles. Bercy n'est plus compétent en matière
industrie du tel ou tel secteur, on a fusionné toutes les directions sectorielles en une seule qui s'appelle la DGE. En l'espace de 15 ans, il y a une quinzaine de directions centrales, télécom, énergie et autres, qui ont fusionné. Donc il y a une attrition totale de la compétence sectorielle. Il reste des guichets. Et ces guichets, ils sont gérés de façon anti-risque. Vous l'avez dit sur la garantie publique. La garantie publique, aujourd'hui, c'est une ressource pour l'État, et ce n'est pas une prise de risque pour favoriser l'export. Bon, ces sujets-là, il faut vraiment les pointer politiquement et les renforcer. Deuxième élément, je vais très très vite. L'innovation et le transfert à BPI France. BPI France, aujourd'hui, question de l'AFD. L'AFD, il ne faut pas toucher à la mission AFD, au sens développement, du point de vue de ses fonds. En revanche, le réseau AFD, notamment le réseau Proparco, est un réseau spécialisé sur le secteur privé dans un très grand nombre de pays en voie de développement. Proparco, utilisant le bilan de la BPI avec ses dizaines d'années de présence et sa bonne connaissance du terrain, c'est beaucoup plus efficace pour l'État que Proparco agisse pour le compte des financements, de la BPI, plutôt que de recréer un guichet BPI concurrent de celui de Proparco et de l'AFD. Dernier petit point, encore en illustration, ce sera la dernière. Aujourd'hui encore, quand vous voulez un prêt concessionnel, vous allez en direction centrale du Trésor. Donc, le Trésor est la dernière administration publique centrale, direction centrale, qui gère des prêts concessionnels à l'export. Ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Vous l'avez dit, mais il faut vraiment le réaffirmer. Il faut qu'on mette en place la logique qui permet aux opérateurs qui gèrent ce type d'engagement de pouvoir utiliser l'ensemble des outils que l'État met à disposition et non pas les directions centrales qui ne sont pas faites pour ça. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. Pour les Républicains, Michel Herbillon. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Moi, je voudrais remercier nos deux collègues, Denis et Pierre, pour l'excellence de leur présentation et de leurs propositions. Mais il faut quand même convenir d'une chose, c'est que le constat est alarmant et le réquisitoire est implacable. Et les chiffres sont absolument terribles. Et je crois vraiment qu'il s'agit, et j'ai entendu un certain nombre de leurs propositions que je fais miennes, il s'agit de lancer un véritable plan d'urgence pour relancer le commerce extérieur et s'occuper véritablement de diplomatie économique. Parce que, outre le réquisitoire cruel mais lucide qu'ils ont fait, on a en plus, comme toujours en France, une organisation qui n'est absolument pas performante. Et je fais tout à fait mien les propos de mon collègue et ami Jacques Maire à l'instant. Enfin, c'est quand même insensé d'être dans la situation où nous sommes, où on voit que le solde négatif, et ce n'est pas une situation nouvelle, que le solde négatif concernant les marchandises est de 63 milliards, que le solde positif qui avait encore seule lueur d'espoir dans ce constat terrible qui était le secteur des services, que le solde et maintenant n'est plus que de 5 milliards et a énormément baissé. J'ajoute enfin, je le dis, et vous avez eu des pudeurs de Violette de ne pas le dire, qu'il est aussi assez difficile d'être le propagandiste d'une diplomatie économique quand on aligne des chiffres de la situation économique française qui nous placent sur la dernière marche du podium à peu près sur tous les indicateurs. Comment promouvoir une diplomatie économique quand on affiche un montant de dette aussi abyssal, un montant de prélèvements obligatoires terrible, des dépenses publiques qui ne réduisent pas, des impôts qui augmentent, la dette qui, en un an, mais c'est pas nouveau, elle s'est accumulée dans le passé. Je suis pas en train de faire de la polémique, je regarde le constat, la dette qui s'est accrue de 40 milliards en un an. Bref, comment essayer de développer une sorte, je mets des guillemets, de modèle quand on a une situation économique aussi désastreuse et qu'on affiche des résultats aussi terribles. Et donc, moi, j'ai bien entendu aussi les propositions de nos collègues. Je souhaiterais que, enfin, peut-être que notre commission puisse prendre en charge, à la lumière du rapport excellent de nos deux collègues, un certain nombre de sujets, pas tous, quelques-uns prioritaires, et qu'on essaie d'agir ensemble. C'est pas des questions de sensibilité politique pour faire changer les choses.
comment une décision aussi bonne que celle qu'a prise Laurent Fabius, qui consiste à rattacher la diplomatie économique au Quai d'Orsay, et comme toujours en France, on ne va pas jusqu'au bout. Et comme toujours en France, on part l'incurie des pouvoirs publics, on arrive à ne pas à handicaper une bonne décision. Et c'est cette situation-là. Pourquoi les agents du Trésor n'ont pas été rattachés au Quai d'Orsay? Pourquoi, pour des querelles administratives et des patriotismes ridicules d'administration, on ne met pas en œuvre les choses qu'il convient de mettre en œuvre pour être efficace et pour obtenir des résultats? Et je trouve ça désastreux dans notre pays, parce que dans le même temps, on affiche quoi? On affiche des priorités de développement de la France à l'international, et puis on affiche une réforme de l'État. Mais commençons par cela. Arrêtons de penser qu'on est tellement champion du monde, on est tellement excellent, on est tellement meilleur que tout le monde qu'on va réussir là où les autres échouent et qu'on va trouver des voies et moyens qui vont nous permettre de réussir, alors que c'est très bien que, ne serait-ce que sur le plan de l'organisation, on ne peut pas y arriver. Pourquoi ne confie-t-on pas, puisque la mode est aux évaluations des hauts fonctionnaires, des objectifs à nos ambassadeurs? Mais si on leur donne des objectifs, ils ne peuvent pas les mettre en œuvre puisqu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et donc, je termine en posant 2 questions. Que fait-on sur un sujet qui est quand même extrêmement important, parce que c'est un potentiel de développement en ce qui concerne l'accompagnement des startups et le dynamisme des startups, parce que quels que soient les pays où on va dans le monde, on voit que c'est là aussi un des vecteurs de développement. Et deuxièmement, est-ce que, en conscience, compte tenu aussi de votre réquisitoire implacable, mes chers collègues, vous pensez que le guichet unique va enfin réussir? Merci beaucoup. Pour le mouvement démocrate, Frédéric Petit. Merci Madame la Présidente. Je remercie également les 2 rapporteurs et pour avoir lancé ce débat en utilisant les bons termes, en particulier le terme d'internationalisation des entreprises. Vous savez que ce sujet est important pour ce que je représente. Tout d'abord parce que je représente des Français qui n'ont pas de problème avec l'internationalisation, avec le risque, avec les langues étrangères. J'ai des chômeurs français à Bucarest, des gens qui cherchent du travail à l'étranger, des gens qui créent des entreprises directement à l'étranger et qui ne sont pas dans nos statistiques à la suite, quand ils réussissent. Et également parce que je suis conseiller du commerce extérieur de la France depuis une dizaine d'années et que je connais de l'intérieur, dans plusieurs pays, ce que vous avez décrit et ce que Jacques Maire a également décrit de manière très précise. Ma question, elle va être très précise, elle porte sur la réorganisation de Business France. Ici, il faut se concentrer. Prenons cette analyse et voyons ce qui se passe en ce moment et la manière dont c'est annoncé, c'est-à-dire nous passons de Business France à la création d'un réseau qu'on appellerait l'équipe de France de l'export. Vous avez à nouveau souligné, messieurs les rapporteurs, l'éparpillement et le manque de lisibilité de notre dispositif. Notre commission a relevé ce problème sur tous les domaines de la diplomatie qui n'est pas de la diplomatie dure. On l'a relevé sur le domaine de l'éducation, on l'a relevé sur le domaine culturel. Nous avons chaque fois ce problème. En gros, nous avons 3 réseaux et j'ai moi-même alerté souvent le ministre sur le problème du pilotage diplomatique de ce travail. Évidemment, ça doit être piloté au Quai d'Orsay. Mais je voudrais nous inviter à être très précis sur qui sont les acteurs clés de l'internationalisation de nos entreprises. Je crois qu'on fait une confusion majeure en pensant que c'est l'État. Il ne faudrait pas que... je questionne plusieurs de votre... Je crois que certaines de vos recommandations entretiennent la confusion, chers collègues. Je ne pense pas que l'État doive développer des formations à l'export pour les chefs d'entreprise. Je ne crois pas au VIE senior. Ce n'est pas le rôle de l'État. Si les entreprises partent à l'étranger parce que c'est gratuit, elles n'y resteront pas. Et je crois que c'est la raison pour laquelle nous avons peu de résultats aujourd'hui. Sur les dispositifs qui toucheront, qui développeront le domaine des entreprises, nous avons un partenaire, nous avons 2 partenaires qui sont au front. Ce n'est pas l'État, c'est les entreprises elles-mêmes et les réseaux d'entreprises. Je vous rappelle que les chambres de commerce à l'international dont tout le monde parle, Jacques, tu dois bien le savoir, ce sont des objets privés, ce sont des regroupements d'entreprises qui sont en droit local. Je ne vois pas quel ministre peut avoir de l'influence sur la chambre de commerce franco-polonaise ou franco-bulgare. Ce n'est pas possible. Par contre, nous devons effectivement, comme avec les alliances françaises, trouver des systèmes, et ça c'est le rôle de l'État. Coordonner, impulser, contractualiser, oui, ça c'est le rôle de l'État. Et le deuxième partenaire, c'est les régions.
Et quand on dit les régions, et je serai très vigilant, moi, sur la réforme de Business France, et je nous invite à être très vigilants quand on parle du guichet unique en région, pour moi, le guichet unique en région, il va au conseil régional. Parce que c'est lui que nous avons chargé aujourd'hui d'accompagner les PME dans leur ensemble. Il ne va pas renforcer la directe. Pour ceux qui... Il va vraiment aux politiques, et là, nous aurons un partage. Et dans ce cadre-là, oui, l'État, en tant qu'État, peut garder des fonctions d'impulsion. La direction qui a été créée, qui effectivement aujourd'hui est complètement sans moyens. La gestion des VIE, qui est très bien faite au niveau de l'État, qui est une mutualisation. Le centre de Marseille marche très bien, on pourrait le développer encore plus. La fixation des caps, dire 200 000 entreprises, ça c'est le rôle de l'État. Okay, après, il faut bien partager et il ne faut pas que tout le monde fasse tout et que tout le monde fasse un petit peu. C'est ce qui m'inquiète dans la façon dont certaines de vos propositions sont formulées. Par exemple, je ne crois pas qu'on crée une équipe de France en maintenant des structures obsolètes et en disant elles vont contractualiser. On fait une équipe de France en faisant une équipe de France. C'est-à-dire en ayant le courage, comme l'a rappelé Jacques, de dire ben non. Non, on ne fait plus comme ça, maintenant on fait comme ça. Non, ça dépend de telle politique, donc il doit avoir les moyens chez lui. Sinon, on va faire des contractualisations croisées et c'est ça qui crée l'illisibilité. Je l'ai dit parfois dans la culture et je le redis dans la diplomatie économique. Jusqu'à présent, je pense que nous sommes sur la bonne route parce que c'est très dur à faire, mais je crois que nous avons consolidé des égoïsmes plutôt que de consolider une stratégie. Merci beaucoup, monsieur le député. Pour UDI à gérer indépendant, Christophe Nejlen. Mais j'ai encore 20 secondes et je n'avais pas fini. Ah ben, c'est fini. Non, moi, c'est vrai que vous avez tous un temps d'habitude qui est plus court. J'ai laissé développer. Je pense que cette question est absolument fondamentale. Et je pense, au fond, vraiment que l'éclairage de chacune et de chacun est très important, y compris pour les co-rapporteurs. Je pense que nous avons là une sorte de cri d'alarme qui est à lancer. Nous avons, Michel Abillon a dit, un plan d'urgence. On a des gros problèmes de gouvernance. Et je pense que ceci mérite que nous allions au fond du débat et au fond, au fait, du diagnostic aussi de ce qui dysfonctionne depuis trop longtemps sur cette question. Christophe Nejlen. Non, mais je vais essayer de rester dans les 2 minutes, comme tous mes collègues, bien sûr. Juste, merci Madame la Présidente, merci Messieurs les rapporteurs pour ce rapport. C'est en effet un sujet qui est capital pour l'économie française et pour plusieurs raisons. Non seulement vous avez parlé de diplomatie économique, mais aussi tout simplement parce que aujourd'hui, la nécessité pour les entreprises françaises de se développer à l'international est nécessaire pour survivre. Déjà pour plusieurs raisons, parce qu'on a un marché français qui est en berne par rapport à la majorité de ses voisins, ou en tout cas des autres pays sur d'autres continents, et aussi parce qu'en France, les entreprises subissent un matraquage et une complexité qui ne facilitent pas forcément la vie des entreprises. La problématique, c'est que derrière, chaque chapelle veut son organisme. Et vous en avez parlé, on se rend bien compte qu'il y a plein d'organismes, on ne sait pas forcément quelle est la tutelle de chacun. Et à un moment donné, pour une entreprise qui veut se développer, c'est dur de s'orienter. Et vous parliez tout à l'heure, je crois que c'est Pierre Cordier qui disait BPI voudrait des représentants à l'international. Mais ils en ont déjà. En Pologne, à l'ambassade polonaise, il y a une personne de BPI qui est en charge d'accompagner les entreprises françaises pour se développer, non seulement en Pologne, mais je crois que sur toute la partie de l'Europe centrale. Donc, ils en ont déjà. Donc, ils font des demandes lors d'audition, ce serait bien d'essayer déjà de travailler avec ce qu'ils ont. Et après, BPI, encore une fois, c'est une entreprise qui est là pour... c'est censé faciliter la vie des entreprises françaises. Quand vous faites un prêt, BPI arrive uniquement en soutien d'une banque traditionnelle. Le prêt est supérieur à ce que fait la banque traditionnelle. Premier point, ce qui n'est pas tout à fait logique pour une banque qui est censée soutenir. Deuxième point, le taux du prêt se fera en fonction de la cotation Banque de France. Donc, encore une fois, l'adage « on ne prête qu'aux riches » ou « on ne prête qu'à ceux qui ont déjà les moyens », marche aussi sur ce point de vue-là. Donc, ça veut dire que des fois, il y a des entreprises qui ont besoin de se développer à l'international pour justement essayer de survivre
Donc elles ont pas, ça prouve bien que leur résultat sur le marché français n'est pas forcément excellent. Et plutôt que d'être là, de les soutenir, eh ben, on leur donne des taux d'intérêt qui sont supérieurs à s'ils étaient déjà rayonnants sur le marché français. Donc voilà, il y a un vrai besoin de cohérence déjà, de simplification, vous l'avez dit, avec les différentes chapelles. Et après, moi j'ai juste une question, c'est quel est votre constat? Parce que vous nous avez fait part de l'état catastrophique dans lequel on était. On sait qu'il y a plusieurs rapports qui ont été faits. Aujourd'hui, en tant que parlementaire, quel a été le message qui a été remonté? Déjà, est-ce que vous avez eu des relations avec les ministres en charge ou le gouvernement? Quels ont été les messages qui ont été faits passer? Et qu'est-ce qu'on va faire pour simplifier ça? Parce que ce n'est pas le premier rapport qu'on fait sur ce sujet. Donc faire des rapports, c'est très bien. Je pense que ça interpelle tout le monde, ça intéresse tout le monde. Mais les entreprises, ce qu'elles demandent, c'est surtout du concret. Donc derrière, qu'est-ce qui va être fait? Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. Pour les socialistes, Christian Hutin. Oui, merci Madame la Présidente. Je dis les socialistes, ça n'est pas une appellation nouvelle, mais c'est la nouvelle appellation du groupe. Et apparenté. Et apparenté. Et là, vous pouvez dire apparenté et socialiste, Madame la Présidente. Bien, merci Madame la Présidente. Plus sérieusement, je ne suis pas un spécialiste de l'économie internationale comme mes prédécesseurs, d'ailleurs, qui ont... Par contre, moi, je tiens à remercier nos deux rapporteurs pour la qualité de leur travail, leur entente, ce qui est aussi quelque chose d'essentiel. Et puis le fait d'avoir été ce que je considère, moi, comme des lanceurs d'alerte par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et qui est extrêmement inquiétant. Et je crois que les quatre prédécesseurs l'ont dit très clairement, on est dans une situation qui est assez dramatique. La diplomatie économique, qui devrait être un levier, n'en fait pas fonction. C'est un véhicule qui est modeste et dont les pilotes, de ce que je comprends, ne sont pas ceux qui devraient être. Il est évident que si on confie à Bercy la responsabilité de la diplomatie économique, on sera plus dans le budgétaire et dans la coercition que dans l'ambition, et ça n'est pas possible. Je crois que vous avez parlé de la diplomatie parlementaire économique et des groupes d'amitié. Les groupes d'amitié n'ont aucun moyen, rien. Donc on peut en parler autant qu'on veut, on peut inviter tous les ambassadeurs du monde, mais c'est l'un des gros problèmes. La deuxième chose, c'est que nous sommes tous des parlementaires nationaux, mais nous avons aussi, parfois jacobins, j'en fais partie, peut-être l'un des plus jacobins, peut-être qu'il y a un petit peu plus que moi, mais nous sommes aussi des jacobins de proximité quand il s'agit de défendre l'un le port de Marseille, l'autre le port de Dunkerque, et nous voyageons, et d'autres le port du Havre. Oui, non, absolument. Mais il est bien défendu en ce moment. Et nous avons tous l'expérience d'une visite à une ambassade étrangère. Tous l'expérience de voir à quel niveau tout ça nous semble parfois petit. Non pas du fait des individus, pas du fait de leur qualité, mais du fait des moyens. Et l'une de mes questions est jusqu'où allons-nous réduire notre représentation internationale, qu'elle soit diplomatique pure, économique, culturelle. On parle des lycées, un certain nombre de projets de recul de la France à l'étranger sont dans le prochain budget, et je pense qu'au niveau économique, nous ne sommes pas au niveau. Sur les langues, j'en suis moins sûr que vous que l'anglais soit quelque chose. Alors, il y a très peu de Chinois qui parlent français, pourtant qu'est-ce qu'ils nous vendent comme chose? Il y a très peu d'Allemands qui parlent français, pourtant on a un solde positif. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours la langue qui soit la barrière essentielle. Et puis, bon, ça peut aider. Mais le fait systématiquement de penser qu'il faut que nous parlions anglais, l'erreur qui a été faite en particulier, ce sont les brevets. On a laissé passer un certain nombre de protocoles sur des brevets qui étaient en français et qui sont devenus en anglais. Ça a été voté lors du dernier mandat et du mandat précédent. Ça, c'est quelque chose qui n'eût jamais... Enfin, un bon nombre d'entre vous ont voté contre, mais ça n'a pas suffi. Et ça, c'est aussi faire attention, plus que d'encourager l'anglais, protéger le français. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Alors,
Pour terminer, un petit point sur ce que j'appellerais la diplomatie européenne. Vous n'en avez pas parlé. On n'a pas toujours la même vision des choses entre pays européens, hein. Je pense que le couple franco-allemand que nous avons ici en France n'est pas forcément vu dans le même esprit du côté allemand, qui parle plus de Zusammenarbeit, de travail commun, mais pas de couple, pas de... Est-ce que, dans le cadre de votre mission, vous avez été amené à envisager une diplomatie économique comment se passe la diplomatie économique européenne? Y a-t-il des convergences ou y a-t-il des concurrences? Je vois plutôt le sens concurrentiel dans les quelques voyages que j'ai effectués. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Pour la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Bon, comme tout le monde, je vais remercier les collègues qui ont, à l'évidence, bien travaillé. Mais ils nous ont fait un rapport classique sur les concepts qui sont dominants et majoritaires depuis maintenant 20 ans, avec l'extraordinaire succès que l'on connaît. C'est un plaidoyer pour la politique de l'offre, et à mes yeux, ça ne peut pas fonctionner. C'est assez étrange d'ailleurs de vous voir être partisan de l'intervention de l'État au moment de vendre, mais être toujours contre la présence de l'État quand il s'agit de produire. Bon, ça fait partie de vos contradictions. Mais à l'écoute de vos interventions, je vois que vous partez du principe que la division internationale du travail est bonne, que la mondialisation des échanges est une excellente chose, et moi je pense exactement l'inverse. Je pense au demeurant que la division internationale du travail met en jeu des fluctuations de prix, de cours de monnaie qui ne sont évoqués à aucun moment dans votre rapport. Pourtant, ils sont décisifs. Pour un point, pour 10% d'évaluation de l'euro, c'est 8% de chiffre d'affaires de moins pour les entreprises qui commercent en euros ou qui produisent en euros ou qui évaluent leur richesse en euros. Pour quelques centimes, 1 centime de réévaluation de l'euro, c'est 100 millions de pertes pour Airbus. Donc ce facteur-là participe évidemment complètement des handicaps qui peuvent peser, à supposer qu'on trouve que ce soit une bonne idée de vendre tout et n'importe quoi dans le monde. Pourquoi ? Parce que la gamme des produits français doit aussi être examinée par ceux qui veulent à tout prix en faire une globalité. Cette gamme, c'est une gamme de produits moyens de haute qualité. Nous avons donc un mécanisme de commerce extérieur qui ne fonctionne pas du tout comme celui des Allemands, qui consiste à vendre des voitures et encore des voitures, ou sinon des voitures, vu que ça représente 20% de leur économie, 90% des ventes de voitures de luxe aux États-Unis, etc., etc. Alors, peut-être d'ailleurs pourrait-on au passage se poser la question de savoir, puisque vous avez beaucoup flétri l'État, et notre collègue les Républicains y a été vraiment à la grosse louche, hein, on pourrait peut-être se poser la question des performances des grandes entreprises et de leur incapacité à être présentes sur les marchés et à assurer elles-mêmes leur propre diplomatie. Je terminerai par ce point dans un instant. Donc, après se posent des questions de stratégie. Le premier marché intérieur des produits français, c'était l'Europe jusqu'à présent. Et pour tous les Européens, il en allait de même, à commencer par les Allemands. Les Allemands se sont tournés dans d'autres directions du monde, extrêmement ciblées, et c'est ainsi que plus de 50% de leur commerce dorénavant se font avec des pays qui ne sont pas dans la zone Europe, contrairement à ce qu'était leur histoire depuis des années. Alors se comparer à eux dans de telles conditions peut être intéressant, mais ne produit strictement rien. Comment ont-ils fait? Ils ont passé notamment des accords privilégiés avec les plus grands consommateurs du monde, le premier marché du monde, la Chine et l'Inde. Voilà comment ils s'y sont pris. Alors permettez-moi de vous dire que je ne crois pas à tout ça. Je ne crois pas que la diplomatie économique ait un sens. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, l'amont commande l'aval. Hein. Je me rappelle de ce qu'on nous a fait faire, nous les parlementaires, quand on essayait de vendre des TGV aux Chinois. Eh bien, on serait bien surpris aujourd'hui d'apprendre qu'on travaillait pour une entreprise allemande. C'est exactement la même chose quand on prend par exemple l'exemple magnifique du tramway Alstom vendu à Cuenca dans l'Équateur, grâce à la présence des Équatoriens qui se sont battus pour ça, et notamment du consul de France, de la consul générale de France qui est là-bas, qui est une Équatorienne, et que pour finir, nous vendons maintenant un tramway qui est allemand, parce que tout ça est passé à Siemens. Donc quand l'État ne défend pas ses propres champions, il ne faut pas s'étonner qu'après, le résultat global soit négatif. Donc on ne peut pas vouloir d'échanges favorables à la France si on ne commence pas par défendre ses propres champions. Je vais naturellement devoir finir.
Et je vais évoquer maintenant les absents de votre propos. C'est notamment la dimension culturelle. Voilà. La culture est fondatrice de relations de toutes sortes avec nos partenaires à l'étranger et dans le monde entier. C'est un des vecteurs essentiels de la propagation du style, de la manière d'être des Français et de leur façon de faire. C'est d'ailleurs ce qui vous conduit à recommander de parler anglais, sans vous demander une fois si on ne pourrait pas parler davantage français. Parce que quand les alliances françaises dans tous ces pays font leur travail, quand vous avez par exemple 30 000 personnes inscrites à l'Alliance française en Colombie, pays qui est on ne peut plus difficile, comme chacun le sait ici, eh bien on fait de grands progrès parce qu'alors on apprend à parler, à échanger, à regarder ce que font les Français. La culture française participe de ce qu'ils sont. Je vais finir vraiment. Autrefois on disait, les Français ils arrivent avec les archéologues, ils continuent avec de la musique et après ils nous vendent leurs affaires. Hein. C'était ça l'image qu'avaient les Français. Ben, c'était pas plus mal. Et je pense que les vecteurs d'entrée peuvent pas être simplement de demander aux diplomates français de passer 40% de leur temps à se faire les supplétifs des grandes entreprises françaises qui n'ont qu'à faire elles-mêmes le travail. Merci beaucoup, monsieur le député. Pour la gauche démocrate et républicaine, Jean-Paul Lecoq. Merde, j'ai oublié les embargos. Je les ai. T'inquiète pas, on est en train de coordonner notre prise de parole parce que le temps étant limité. Jean-Luc Mélenchon ne peut pas faire les choses en 5 minutes, hein, comme moi. Moi, je remercie mes collègues pour le rapport que je n'apprécie pas. Mais ils ont fait le travail, donc c'est les collègues, je ne vais pas les juger, mais le rapport... La première partie, c'est le constat et c'est le travail a été bien fait. C'est vrai que les choses vont pas bien. La deuxième partie, j'avais l'impression de lire un tract de la République en marche ou des Républicains il y a quelques années. Et c'est pour ça peut-être que l'ensemble et l'union et le rapprochement a permis de faire ce rapport, puisque les fondamentaux sont communs. Ça fait plus de 40 ans que les communistes expliquent qu'il faut défendre les productions nationales. Ça fait 40 ans que les militants communistes sont devant les entreprises pour éviter les fermetures, pour dire que le schéma européen qui avait été à un moment donné imaginé, avec une petite répartition des tâches, la logistique du côté de la Hollande et de la Belgique, la machine-outil et l'industrie lourde du côté de l'Allemagne, le tourisme du côté de la France, etc., les productions de fruits et légumes et tout, ce schéma-là apporte et amène les conséquences que l'on voit aujourd'hui. La France a perdu son industrie, et encore tout récemment, et encore par des décisions de ce gouvernement-là. La filière éolienne, on renégocie les choses, ça voulait dire qu'on pouvait changer les choses. Est-ce que les entreprises françaises sont capables de faire une nouvelle filière énergétique qui répond aux objectifs environnementaux de la France? Oui, nous savons le faire, nous avons la compétence, et en fait, on emmène et on offre à l'Allemagne et aux États-Unis des champs éoliens et la construction des filières éoliennes, et ça va aggraver le déficit de commerce extérieur. Dommage. Sur la logistique, qu'a fait le gouvernement français dans les dernières négociations européennes sur le Brexit? Il a seulement oublié qu'il y avait des ports en France. Seulement oublié. C'est-à-dire que les nouveaux corridors européens qui ont été tracés, ni Le Havre, ni Marseille ne sont dedans. Calais. Et avec Calais, un petit peu Dunkerque autour. Voilà. Mais quand ils disent Calais, mais ils n'ont pas dit Dunkerque, ils ont dit Calais, et puis ils ont mis Dunkerque à côté. Mais ils ont oublié. Le gouvernement français n'a pas défendu la logistique portuaire et maritime française. C'est quand même quelque chose. Et on vient nous dire qu'il faut mettre des subventions aux entreprises, qu'il faut mettre... Mais non, en fait, le boulot politique. Que le gouvernement fasse le travail politique. C'est son rôle. Après, les entreprises, et moi je discute avec les armateurs, je discute avec les grandes entreprises et tout, et disent non, le business, on sait le faire. Puis ce n'est pas des subventions dont on a besoin. C'est qu'il y ait des visions politiques, c'est qu'il y ait des positions comme ça, c'est qu'on nous ouvre les champs. C'est que, moi j'ai vécu une situation, je vais rester dans mes minutes, mais totale. Quand il y a eu la crise avec l'Iran, moi j'étais maire d'un endroit où il y avait une raffinerie. Le PDG de Total, M. de Margerie, qui était venu devant la Commission des Affaires étrangères il y a quelques années, sur un autre sujet, m'explique que quand on fait un embargo contre un pays, les autres, Américains et autres pays, ils savent tenir la place. Certes, ils disent officiellement et politiquement, on fait un embargo contre l'Iran, mais ils mettent des sociétés écrans pour garder la place, pour que le jour où les choses s'apaisent, ils reprennent le business, etc. La France, non. Elle ne connaît pas cette pratique.
Et Total disant il faut vite que vous fassiez quelque chose auprès de Kouchner, ministre, auprès de l'ambassadeur d'Iran, etc. Parce que c'est pas possible qu'il nous arrive ça. On n'est pas à égalité avec les autres sur ces questions-là. Il ne demandait pas des subventions. Il ne demandait pas un soutien. Il était déjà à l'export. Il ne demandait pas tout ça. Il demandait une action politique. Et donc la question, et ça n'apparaît pas du tout dans votre rapport, c'est à quel moment on fait de la politique et de la diplomatie, et pas de la diplomatie économique, de la diplomatie. Et aujourd'hui, les moyens humains qui servaient à la diplomatie économique hier, pour le rayonnement de la France, pour le rayonnement culturel de la France, et moi je le disais encore hier au conseil d'administration de l'Institut français, le rayonnement culturel de la France, c'est un investissement. Et il faut maintenir cet investissement. Et on commence déjà à dériver, parce qu'il faut bien trouver les moyens, on l'a entendu tout à l'heure, Jacques Maire l'a dit, ne prenons pas les moyens sur l'AFD, sur l'aide au développement, parce que ça contribue au rayonnement culturel de la France, pour faire du business et pour... Non, surtout pas, qu'on coopère, oui, mais pas le budget. Ne touchons pas au budget. Eh bien, on est dans ces choses-là. Sur les questions des l'embargo de Cuba, on pourrait faire du business. Les Russes, attendez, les bateaux. Attendez, on aurait pu développer une industrie de partenariat avec la Russie sur les bateaux militaires, etc. Non, on n'a pas livré le Mistral. Raté. Raté. Et donc, du coup, des pays comme cela n'ont même plus confiance dans l'industrie française. Moi, je ne peux pas entendre que l'on dise que la main-d'œuvre française coûte plus cher. La main-d'œuvre française, c'est une des plus productives du monde. Donc, on ne va pas regarder combien elle coûte à l'heure, on va regarder combien elle produit à l'heure. Et c'est la meilleure du monde. C'est la meilleure du monde. Donc, il ne faut pas, avec les cotisations sociales, il ne faut pas jouer ce qui intéresse le patronat, etc. Madame la Présidente, je termine pour donner une information normande. C'est que depuis peu, le Calvados a enfin un camembert bio au lait cru et je pense que ça contribuera à l'exportation, à améliorer les balances commerciales de l'exportation. Ça permet de faire une petite pub pour ma région. Mais vous avez bien raison. Merci beaucoup, monsieur le député. Je me tourne vers nos co-rapporteurs. Vous allez peut-être répondre à ces premières interrogations, questions, visions qui ont été posées. Et puis ensuite, on donnera la parole aux collègues. Oui, je peux commencer. Merci pour l'ensemble de ces questions qui sont extrêmement nombreuses. Moi, je vais commencer par la fin, vraiment par la fin. Le camembert, c'est ça. Je vais vous envoyer mon adresse pour en recevoir quelques-uns par la poste en espérant qu'ils soient bien conservés. Moi, je veux aborder un sujet qui est pragmatique, vraiment pragmatique. Aujourd'hui, vous me parlez de TGV pour M. Mélenchon, de Total pour M. Lecoq. De quoi on parle? On parle de ces 1000 entreprises qui représentent 70% de notre volume à l'export. Si on va plus loin et qu'on regarde l'évolution sur les 20 dernières années, le nombre d'entreprises est peu ou prou à quelques pourcentages près de 125 000 entreprises exportatrices par an, alors que le chiffre d'affaires à l'export a plus que doublé en 20 ans. Donc moi, ce que je peux dire par rapport aux éléments que j'ai, en étant pragmatique et pas dogmatique, c'est que tout ce qui est exportation des grands groupes et diplomatie des grands groupes fonctionne. Et le but du rapport, c'est pas de rajouter des choses pour ces grands groupes. Notre objectif, ce sont les PME qui font la richesse de notre pays. Et ça, jamais vous en parlez. Vous restez que sur les grands groupes qui fournissent des TGV et autres. Moi, je veux parler d'une petite entreprise. Vous la connaissez tous. C'est celle qui a imprimé les cartes de députés. Elle fait 300 salariés. Elle exporte 90% de son chiffre d'affaires. Et son premier problème, c'est qu'elle n'a pas de soutien pour aller gagner de nouveaux marchés dans des pays tels que l'Inde. Lorsqu'il y a des déplacements ministériels, présidentiels, lorsqu'il y a des dossiers qui sont mis en avant, on parle toujours et uniquement des mêmes groupes. L'objet de notre travail est de mettre en avant ces petites entreprises qui, elles, ont besoin. Et je rejoins là-dessus ce qui a pu être dit par Frédéric Petit. Il parle du rôle de l'État. Aujourd'hui, le but de notre rapport, ce n'est pas le rôle de l'État. C'est comment on peut aider nos PME et comment on peut toucher nos PME pour les amener à exporter. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que la gouvernance de Business France va être revue. Article 7 de la loi Pacte, avec l'intégration des régions dans la gouvernance de Business France. Donc non, la volonté aujourd'hui
du rapport et du gouvernement n'est pas de tout centraliser, mais vraiment de laisser la possibilité, via un guichet unique régional, et je répète, un guichet unique régional, de toucher les entreprises. On parle aujourd'hui de l'anglais. J'ai l'impression que l'anglais vous fait peur. Je ne me permettrai pas de parler de Gaulois qui veulent parler français, loin de là la volonté de faire cette remarque-là. Moi, quand je regarde les entreprises sur mon territoire, pourquoi elles n'exportent pas? Parce que déjà, dans un premier temps, elles sont incapables de parler avec les entreprises étrangères. Aujourd'hui, une PME de 50-60 salariés, dont aucun des salariés parle anglais, comment voulez-vous qu'elle aille vendre un produit à l'étranger? Après, on peut toujours parler... Moi, j'aurais aimé aussi que le français soit la langue officielle des affaires. Ça a été le cas d'ailleurs jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et on sait ce qui s'est passé où le français a disparu de l'ensemble des pays européens, où à l'époque il était très présent. Soyons pragmatiques, la langue du commerce, qu'on le veuille ou non, c'est l'anglais. Aujourd'hui, nos entreprises n'ont pas les outils nécessaires, et je ne parle pas des grands groupes, encore une fois, je parle des PME. Nos entreprises n'ont pas les outils nécessaires pour aller chercher des marchés et de communiquer avec des clients à l'export. Comment? Mais bien entendu. Les Chinois, comme tous les pays du monde, lorsqu'ils font du commerce, le font en anglais. J'entends votre vision, Monsieur Mélenchon, et je partage moi la volonté de promouvoir la culture française, la langue française. Maintenant, entre le dogmatisme politique et la réalité pragmatique du commerce, il faut être pragmatique aussi à un moment donné. Alors, justement, vous avez une autre idée? Vous avez une autre idée, Monsieur Mélenchon, je ne vous ai pas coupé pendant votre présentation. Je vous demande, s'il vous plaît, de pouvoir me laisser apporter ma vision, qui est peut-être différente de la vôtre, mais qui est peut-être une vision un peu plus pragmatique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de la mondialisation. Vous définissez que la mondialisation est mauvaise. C'est une vision qui est acceptable ou pas acceptable. Moi, je pense que la mondialisation a permis à de nombreux pays de pouvoir permettre aux personnes qui y habitent d'avoir une amélioration de leur vie. Mais après, là-dessus, ce n'est pas le sens de la discussion et on peut en parler. Maintenant, encore une fois, il faut être pragmatique. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons refuser la mondialisation? Je ne partage pas cet avis. Je pense qu'il faut regarder comment la mondialisation se passe et y trouver notre place à l'intérieur. On peut mettre des barrières à la frontière. Les barrières, à quoi ça sert? Ça sert à empêcher que les entreprises viennent se développer sur notre territoire, mais ça n'empêchera pas les entreprises de notre territoire de partir à l'étranger. Au dogmatisme politique, moi je préfère opposer le pragmatisme de comment la société se passe. Je vais laisser... Bien, merci Madame la Présidente. Moi aussi, j'ai entendu beaucoup de choses intéressantes, des diagnostics, des choses que je partage, d'autres un petit peu moins. Je voudrais répondre aussi très gentiment à Jean-Paul Lecoq qu'il n'y a pas que dans sa région où il y a des industries qui souffrent. Je suis moi-même élu sur un secteur, la vallée de la Meuse, dans le département des Ardennes, qui a perdu des milliers d'emplois depuis une trentaine d'années dans l'industrie lourde, la fonderie, l'estampage et autres. Donc c'est quelque chose que je connais bien et que, en dehors, bien entendu... Oui, non mais... D'accord. Continuez, monsieur le rapporteur. Ce que je veux lui dire, c'est que on a tous sur nos territoires des entreprises qui souffrent, qui connaissent des difficultés. Et dans le cadre de ce rapport, ce qui a été intéressant avec Denis, même si, j'allais dire, lui, il ne vous a pas échappé qu'il était dans la majorité et moi dans l'opposition, et qu'on n'était pas forcément tous les deux des avocats de la politique de l'offre. Lui est plus libéral, on en a souvent discuté. Moi, je suis pour une intervention forte de l'État
l'État, même dans ce domaine-là. Donc j'allais dire, on n'est pas, voilà, c'est pas pour autant que je sois au Parti communiste, même si mes initiales c'est PC et ça ne t'avait pas bien entendu échappé. Au-delà de ça, on a discuté aussi avec des chefs d'entreprise sur le terrain. Et c'est ça qui était intéressant. On a souvent discuté avec Denis. On s'est vu à rencontrer Expertise France, BPI France et autres. Mais sur le terrain, nous, on est dans des départements où aussi il y a des chefs d'entreprise. Et je ne manque jamais de questionner les chefs d'entreprise sur des petites entreprises, 10, 15, 20, 30 salariés, sur la manière dont ils perçoivent les choses au niveau de l'export. Comment vous faites chez vous, est-ce que ça vous intéresse d'exporter, etc. Et le diagnostic qu'on a formulé sur le fait que dans certains pays, ça soit une réelle culture d'exporter et que chez nous, s'il nous reste un petit peu de matière, de pièces produites, on pourra éventuellement envisager de les exporter, etc. On le ressent aussi sur le terrain. Donc, c'est-à-dire que de la part des chefs d'entreprise, nous ne demandons pas mieux que de faire confiance aux chefs d'entreprise. Et eux, leur objectif, c'est d'accroître leur chiffre d'affaires, c'est d'investir, c'est d'embaucher, c'est de faire fructifier leur société en réalité. Donc, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui taxer ou de dire que les chefs d'entreprise n'ont pas forcément la réelle volonté. Et l'État, même si l'État ne peut pas tout, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, et il a raison, il n'en demeure pas moins qu'il est là aussi pour impulser, pour orienter et pour conseiller. Dans cette nébuleuse, et Jacques Maire l'a dit également, c'est vrai que c'est pas simple pour eux de s'y retrouver. Et de dire, demain, si je veux me lancer à l'international, je fais comment? Je contacte qui? Je peux voir la CCI. A été évoquée aussi la question des régions qui ont récupéré, dans le cadre des derniers textes votés ces dernières années, la compétence quasi exclusive avec un peu les intercommunalités, mais surtout la région, en retirant aux communes et en retirant aux départements un certain nombre de prérogatives dans le domaine du développement économique et de l'aide aux entreprises, et notamment à l'export. Mais ça reste aujourd'hui insuffisant et ils se heurtent à cette barrière en se disant, oh là, c'est tellement compliqué. Bon, je sais pas, je vais voir. Mais ça n'est pas leur priorité, contrairement à d'autres pays. Et nous, par rapport à ce diagnostic qui a été fait par rapport à l'anglais, ça peut vous apparaître un détail finalement de se dire, oh bah oui, finalement la langue c'est pas une barrière, si on veut commercer finalement peu importe la langue, etc. L'exemple qui a été évoqué avec la Chine où il n'y a pas besoin de parler chinois pour faire venir des produits qui viennent. Nous ça, on le met en avant dans notre rapport par rapport à ce qui nous est dit aussi par ces personnes et la manière dont les choses sont vécues sur le terrain. Et pas plus tard que samedi dernier, j'étais en Belgique, aux fêtes de Wallonie, qui sont, j'allais dire, des fêtes très festives, très conviviales, amicales, dans le sud de la Belgique. Je vous passe les détails. Et le maire de la capitale de la Wallonie, qui s'appelle Maxime Prévost, a fait tout un discours là, à quelques semaines des élections municipales belges. Et quand il s'est adressé au monde économique, aux chefs d'entreprise qui étaient présents dans ce parterre de centaines de personnes, il s'est exprimé en anglais. Un anglais parfait pour, j'allais dire, mettre en valeur son territoire. Donc là, c'était un politique, c'était pas un chef d'entreprise. Mais pour vous dire que, j'allais dire, cet élément lié à la langue est un élément très 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 important et sur le terrain, que ça soit Denis ou moi, on a énormément insisté, notamment les chefs d'entreprise aussi, sur ces questions qui font parfois appel à des intermédiaires dans les CCI, même parfois dans les régions où il y a des personnes qui peuvent être entre guillemets leurs ambassadeurs pour défendre leur production et la manière dont les produits pourraient mieux s'exporter. Donc voilà moi ce que je voulais dire très rapidement. On peut répondre aussi à d'autres questions. Michel Herbillon a évoqué la question des startups. C'est vrai qu'on a discuté, échangé, notamment aussi avec Jean-Baptiste Lemoyne, qu'on a, je ne sais plus qui posait la question de savoir si on avait auditionné des ministres. On l'a auditionné tout au début de notre processus. Et c'est vrai que cette question des startups est aussi au centre. Il n'y a pas que les produits, j'allais dire, manufacturés, industriels, qui sont la priorité de la France. Les startups sont aussi, j'allais dire, une volonté. Et dans la question aussi des guichets uniques, ça a été aussi cette question évoquée. Voilà moi ce que je voulais dire très simplement. Je suis en train de regarder par rapport à Christophe Negelen qui évoquait le matraquage sur les entreprises, l'international qui est nécessaire pour survivre et surtout on ne prête qu'aux mêmes. Ça, c'est pas faux, Christophe,
parce que la timidité de ces PMI, PME dans nos territoires fait que voilà, le développement à l'export, c'est pas encore et ce n'est pas leur priorité. Donc c'est des grands groupes, comme l'évoquait Denis tout à l'heure, sur lesquels il faut se focaliser. 70% de l'export, c'est ces grands groupes, mais finalement, ça ne représente que 1000 entreprises sur la totalité du panel de sociétés qu'on peut avoir dans notre pays. Donc il a raison sur le fait qu'on ne prête toujours aux mêmes, parce que c'est aussi peut-être toujours les mêmes qui s'intéressent à l'export. Je vais rajouter quelques réponses par rapport aux deux questions qui nous ont été faites, par rapport déjà à Michel Herbillon, qui indiquait qu'il y avait une différence de coûts salariaux entre la France, par exemple, et l'Allemagne, et qu'on se focalisait toujours sur ce sujet-là. Aujourd'hui, des éléments qu'on a, les coûts salariaux en France, et on ne parle même pas de la productivité, on parle juste des coûts salariaux au taux horaire, sont extrêmement proches entre la France et l'Allemagne. On parle de quelques pourcents seulement. Après, quand on peut regarder, c'est vrai qu'il y a d'autres pays européens qui sont beaucoup plus faibles, mais les principaux pays exportateurs européens ont un coût horaire, un taux horaire qui est très proche. Et on peut même aller plus loin. Le taux horaire le plus élevé en Europe, c'est la Suisse. Et quand on connaît les performances à l'export de la Suisse, je ne pense pas qu'on peut toujours corréler le taux horaire à la capacité. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus important, et c'est présent dans le rapport, on peut surtout corréler le pourcentage de l'industrie par rapport à l'exportation. Et si demain on veut améliorer notre exportation, le premier axe en complément de la maîtrise des langues étrangères et des cultures étrangères est un axe de réindustrialisation de notre pays. Je rappelle par exemple que l'Allemagne a 23% de son PIB lié à l'exportation, alors que nous, la France, on n'a que 11% de notre PIB lié à l'exportation. Ce qui est incroyable, monsieur Anchon, c'est le nombre de remarques que vous faites quand je prends la parole. C'est vraiment incroyable. Je dirais, c'est même intenable. Respectez-moi, s'il vous plaît. Denis Masséglia, vous avez... continuer, il faut avancer vers votre conclusion, parce que j'ai à peu près une vingtaine de demandes Je vais juste finaliser sur les startups. Aujourd'hui, il y a de nombreuses actions de diplomatie qui sont liées sur les startups. On a par exemple la mission French Tech qui permet d'augmenter la visibilité internationale de nos entreprises. Donc, en effet, c'est aussi un sujet sur lequel le gouvernement actuel et même d'ailleurs précédent ont travaillé. Si. Merci beaucoup. Je pense que maintenant, on va donner la parole, si vous le voulez bien, aux collègues qui ne l'ont pas eu pour le moment. Je commence par Marion Lenne. Je demande à chacun de tenir dans moins de 2 minutes pour qu'on y arrive. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues rapporteurs, permettez-moi de rebondir sur l'une des propositions du rapport, la 4e, visant à développer les réseaux d'anciens étudiants étrangers en France, et plus précisément qui préconise d'inviter les établissements d'enseignement supérieur français à développer des réseaux d'alumni parmi les anciens élèves étrangers et à les partager avec nos ambassades et opérateurs de l'action extérieure. Effectivement, il est impératif de développer les réseaux d'alumni connus de seulement 39% des étudiants interrogés par Campus France, alors que 83% des étudiants étrangers se disent intéressés par le réseau France Alumni. Disposez-vous de détails supplémentaires concernant la gestion des réseaux d'alumni par les différents établissements? Vous avez souligné un manque de réseau dans les universités, sachant que ce sont dans nos universités où l'on retrouve le plus d'étudiants étrangers. Qu'en est-il des grandes écoles? Partagent-elles leurs pratiques avec les universités? Et enfin, quelles actions concrètes permettent de développer ces réseaux et de les faire perdurer? Car comme vous le préconisez dans le rapport, plus les réseaux d'anciens étudiants seront forts, plus les échanges commerciaux seront ainsi favorisés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Jacqueline Maquet. Merci Madame la Présidente. Dans votre rapport, vous mettez en avant la question de la culture de l'international, qui, selon vous, et j'y souscris, doit se faire par la formation, l'apprentissage des langues et le développement des réseaux d'alumnis. Vous prônez notamment un renforcement de l'anglais dans la continuité du rapport remis par Alex Taylor et Chantal Manès-Bonisso au ministre Jean-Michel Blanquer, visant à rendre obligatoire l'anglais et améliorer les langues étrangères par nos jeunes. Il est vrai que la France, bien qu'étant un pays de langue par excellence, n'a pas la même culture de langue étrangère qu'un certain nombre de nos homologues. Bien que souscrivant complètement à votre proposition,
Et sans vouloir réanimer le débat, comment concilier ce renforcement de la culture des langues étrangères avec pour résultante la volonté d'un élargissement de la présence du français sur les marchés internationaux, sans empiéter sur l'ambition, notamment du président de la République, de développer la francophonie. Ma deuxième question, très brève, dans la suite et la complémentarité de Marion Lenne, sur les réseaux d'alumnis que vous souhaitez développer. Pourquoi les limiter aux seuls établissements d'enseignement supérieur, où il existe déjà par ailleurs de nombreux cas, et de ne pas les encourager dans tout type d'établissement? Nous savons qu'il n'est pas aujourd'hui nécessaire de sortir d'une grande école pour avoir un parcours à l'international, et développer d'autres types de réseaux d'alumnisme permettrait justement d'élargir le champ des communautés françaises à l'international. Merci. Merci beaucoup. Bertrand Bouix. Merci Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs. En fait, ce que l'on sent au travers de votre rapport, c'est la difficulté finalement que les entreprises peuvent connaître dans la gestion de la complexité administrative, et plus exactement pas par rapport aux administrations en tant que telles, mais plus dans l'organisation de ce système administratif. Et je tenais en fait à porter à votre connaissance l'initiative avec mon collègue normand de la région Normandie, de la création en fait de Xport, avec la signature lundi 17 en présence du ministre Jean-Yves Le Drian, la signature d'un protocole d'accord Team France Export Normandie, qui vise justement à réunir l'ensemble de ces moyens au travers de ce véhicule qui est Xport, et qui constitue un guichet unique pour les entreprises afin justement de pallier à cette complexité administrative. Et c'est la région Normandie qui est fer de lance sur ce sujet, une innovation pour permettre à toutes ces entreprises, toutes ces petites entreprises dont on parle depuis le début de cette audition, de pouvoir se projeter à l'étranger. Et effectivement, on ne parle pas des grandes multinationales ici, hein, mais on parle de toutes petites PME. Et c'est vraiment une innovation. Et j'ai eu le plaisir d'être invité à la signature de ce protocole. Et donc, du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que peut-être, dans votre rapport, vous n'insistez peut-être pas suffisamment, finalement, sur cet élément essentiel, sur cet axe, qui est la gestion et l'articulation de tous ces outils qui existent sur notre territoire et qui aident à l'export. Et c'est avant tout ça qui est difficile pour nos entreprises. Merci beaucoup, monsieur le député. Alain David. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, le mois dernier, le Président de la République déclarait que nous devons mener une nouvelle diplomatie économique. Il semblait ainsi déclarer une sorte de mobilisation générale dans un contexte où le commerce extérieur est considéré comme le talon d'Achille de l'économie française, avec un déficit qui devrait cette année encore tutoyer les 60 milliards d'euros et où les règles du commerce mondial sont malmenées. On ne parlera pas des agissements du président Trump dans ce domaine notamment. Dans la foulée, le secrétaire d'État aux Affaires européennes surenchérissait en affirmant que la diplomatie économique concerne tout le monde, tout le temps et partout. Si je comprends cette préoccupation, je note aussi que votre rapport démontre les liens relativement limités des accords commerciaux internationaux de libre-échange sur nos exportations. Ceci doit, nous semble-t-il, nous interroger sur toutes les difficultés que nous rencontrons en la matière. Je prends bonne note de vos préconisations et j'insisterai pour ma part sur l'indispensable soutien à l'innovation. En effet, lors de nos journées parlementaires à Toulouse, nous avons visité les installations d'Airbus à Blagnac et eu l'occasion d'échanger avec des responsables de l'entreprise qui ont tous insisté sur cet aspect comme élément clé de leur capacité à continuer à exporter, réclamant notamment un nouveau contrat de filière ambitieux. Merci. Merci beaucoup. Nicole Lepé. Madame la Présidente, merci aussi pour cette présentation très complexe et très complète, chers collègues. Nous avions auditionné en juillet, avec les commissions des affaires européennes et économiques, Monsieur Philippe Martin, président du Conseil d'analyse économique, au sujet de la publication Mondialisation, protectionnisme et accords commerciaux. Quelle stratégie européenne ?
le Conseil d'analyse économique qui développe les recommandations à l'égard des pouvoirs publics et notamment de faire de la ratification et de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat une condition préalable à la signature d'un accord commercial avec un partenaire. Dans le cadre de la mission d'information sur la diplomatie climatique dont je suis co-rapporteur, il nous a été dit que le fait que ces questions commerciales soient traitées par Bercy et le Quai d'Orsay constitue un blocage et que seul un traitement interministériel permettrait de garantir le respect des engagements climatiques dans les accords internationaux. Alors concrètement, l'enjeu serait que le droit commercial ne soit plus au-dessus du droit environnemental pour les accords commerciaux. Est-ce que vous partagez cette analyse, chers collègues? Et est-ce que ce traitement interministériel, qui intégrerait donc le ministère de l'écologie, vous semble adéquat? Merci. Merci beaucoup, Bruno Fuchs. Merci Madame la Présidente. Deux remarques sur deux thèmes. Le premier, on a beaucoup parlé de la langue et de la capacité donc, à développer une activité économique à partir de la langue. On a un marché, entre guillemets, de la francophonie qui est de 300 millions de locuteurs, qui pourrait passer dans les 30 ans à venir à 800 millions. Est-ce que là, il n'y a pas une piste particulière à travailler autour d'un marché naturel, autour d'une pratique de la langue partagée sur ce marché-là? Excusez-moi du terme de marché, mais puisqu'on parle de l'économie, c'est pas comme ça que je vois la francophonie, mais je l'applique là, en tout cas, à la thématique de la matinée. Et puis, deuxième remarque, autour du faible nombre d'entreprises qui exportent, hein, qui n'augmentent pas, même si les volumes augmentent. Vous parlez donc d'une question de culture, de psychologie du chef d'entreprise, qui n'est pas porté vers l'exportation, pas formaté. Et donc, vous insistez à raison sur la capacité qu'on a à accompagner. Et on voit bien, les réflexions et les remarques qui ont été faites jusqu'à présent montrent que, et les chiffres également, que l'accompagnement tel qu'il est fait depuis une dizaine d'années ne fonctionne pas. Donc, il faut l'améliorer. Mon approche, elle serait autour de la facturation. Et la question de la facturation. Quand vous facturez un acte d'accompagnement, celui qui facture va aller chercher l'entreprise qui est solvable, qui va donc permettre de facturer de façon importante. Et donc, en facturant, on ne va pas chercher un grand nombre de petites PME qui ne sont pas en capacité de mettre 5 000, 10 000 euros pour penser un plan d'exportation. Et donc, la question de la facturation est centrale. Si on facture, eh bien, on se limite à un certain nombre d'entreprises capables de payer. Et pourquoi serait-ce un service public, en tout cas dans le domaine public? Là, on peut très bien avoir des entreprises privées ou des chambres de commerce. Il n'y a pas de raison d'avoir un système qui dépend du public, en tout cas de politique publique. Voilà, et ça rejoint un peu les interrogations de nos collègues tout à l'heure. Et puis, si on ne paye pas, on va pouvoir, donc c'est un vrai service public, on va pouvoir étendre. Ma question qui est simple, est-ce que lorsque on cherche à ce que les chambres de commerce dans les projets du gouvernement facturent leurs prestations, est-ce qu'on ne va pas à l'encontre justement de l'efficacité en termes d'accompagnement? Merci beaucoup, Frédéric Barbier. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je me joins aux félicitations qui ont été apportées aux deux rapporteurs. Je vous félicite, vous également, Madame la Présidente, parce que je pense qu'il y a urgence, véritablement, à développer une diplomatie économique. 3 points. Je l'ai déjà appelé de mes voeux. Il y a 577 députés dans cette Assemblée. Beaucoup de déplacements à l'étranger. Moi, je suis d'un territoire où j'ai beaucoup d'industries. Je pense particulièrement à l'automobile, Peugeot, Hermès et d'autres qui jouent cette économie. Et je suis toujours surpris d'apprendre tel ou tel déplacement sans qu'on ait pu être sollicité pour faire passer un certain nombre de messages. Et je pense qu'on manque un peu de pertinence ou d'efficience dans cette Assemblée, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a un déplacement à l'étranger, je suis d'accord que les groupes d'amitié n'ont pas tant de moyens que ça, mais il y a quand même effectivement des relations qui sont assurées par l'Assemblée nationale avec d'autres pays, et donc il me semble effectivement qu'on devrait avoir beaucoup plus de concertation entre nous, dès lors qu'il y a une délégation qui part à l'étranger, que l'ensemble des députés en soient informés et qu'on soit capable de faire passer un message pour nos territoires. Premier point. Sur l'anglais, moi je pense qu'effectivement, c'est la langue qui doit être utilisée au niveau des affaires, du business. Je pense par contre qu'on a un vrai problème d'anglais efficace. Je pense que les Chinois ont la moitié de mots d'anglais, moitié moins de mots anglais que nous dans leur langage, mais c'est un anglais efficace qui permet de faire du business. La question n'est pas de savoir s'il faut de l'anglais ou pas de l'anglais. Il faut de l'anglais, mais il faut un autre anglais dans nos écoles qui nous permettent effectivement de faire du commerce. Et puis ensuite, on fait toujours beaucoup de rapports, beaucoup de propositions. Le président
président de la République l'avait appelé. Je salue effectivement son souhait d'avoir un suivi. Tout ce qui est suivi, qui est contrôlé, s'améliore. Vous faites des propositions, j'ai envie de vous entendre me dire comment elles vont être suivies d'effet. Et comment on chiffre 60 milliards. Ça veut dire qu'on pourrait avoir comme mission que l'année prochaine, on n'est plus que 50 milliards, 30 milliards avec la Chine. Notre collègue Bouenton s'en empare. Comment effectivement il nous assure que l'année prochaine, c'est plus 30 milliards de déficit, mais c'est plus que 25 ou 20. Des objectifs chiffrés et un suivi dans le temps. J'aimerais avoir votre avis sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. Bérangère Poletti. Merci Madame la Présidente. Mon intervention va s'inscrire dans la proposition numéro 5 et de l'expérience que j'ai pu avoir en tant que présidente du groupe d'amitié France-Pays-Bas. Les Pays-Bas, je pense, ont dans ce domaine énormément de leçons à nous donner. Je vous rappelle, les Pays-Bas, c'est 17 millions d'habitants environ, pour nous 66 millions, et nous enregistrons un déficit de notre balance commerciale avec eux de 7 milliards d'euros. Et je pense que d'aller observer la manière dont ils travaillent peut être un peu éclairant par rapport à ce que nous faisons en France. Donc, par exemple, j'ai eu à travailler avec eux dans le domaine économique à plusieurs reprises, parce qu'eux, de toute façon, ils sont systématiquement branchés sur les sujets économiques. Leur demande, c'est toujours en premier l'économie. Mais quand on les sollicite, que ce soit aux Pays-Bas ou que ce soit l'ambassade des Pays-Bas en France, ils mobilisent toujours un nombre de services incroyables. On organise des réunions, ils sont tous là. Et je peux vous dire que du côté français, c'est beaucoup plus difficile à expliquer qu'il y a des sujets économiques, qu'il y a des entreprises qui sont en attente derrière. Donc j'ai eu à le faire dans le domaine agricole, dans le domaine industriel, pour mon territoire également. J'ai eu à organiser plusieurs réunions et j'ai vu effectivement que du côté Pays-Bas, le sujet économique était toujours présent. Il l'est aussi dans le domaine culturel à Paris, puisqu'ils organisent par exemple des manifestations culturelles. Et quand ils organisent ces manifestations, c'est toujours ouvert aux entreprises françaises et aux entreprises néerlandaises. Et ils cherchent toujours à aller se développer dans la partie française. Alors eux, en fait, ce qu'ils ont, que nous n'avons peut-être pas, parce qu'ils ont vécu la crise comme nous, après la grande crise de 2008, 2009, 2010, ils ont défini des priorités et donc ils ont renoncé dans leur action diplomatique et économique à un certain nombre de choses pour pouvoir définir des nouvelles priorités. Et c'est payant parce qu'ils augmentent chaque année de 6,9% leur export, alors qu'ils augmentent leur import de 1,9%. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont déjà très puissants et ils augmentent encore. Donc, moi, je voudrais vous poser une question par rapport à la dispersion française. C'est que si vous deviez choisir dans vos 19 propositions, 3 propositions vraiment phares qui nous permettraient d'avancer, lesquelles choisiriez-vous? Merci beaucoup, Maurice Leroy. Merci, Madame la Présidente. À mon tour, je veux remercier nos deux rapporteurs pour la qualité de leur rapport. Et en 2 minutes, je voudrais dire, fort là aussi de mon expérience, quand chacune dans nos territoires respectifs, quand on visite les entreprises, on voit bien que, je vais borner mon propos dans le temps sur les petites et moyennes entreprises, on voit bien qu'elles ont déjà beaucoup de mal à accéder au marché public. Il fut un temps où avec notre présidente, ensemble on se battait, et on continue de le faire, pour un Small Business Act à la française, mais on en parle à chaque fois. Il y a déjà plein de rapports sur le sujet, mais on ne voit pas véritablement ce Small Business Act en action. Donc c'est déjà difficile pour une entreprise petite ou moyenne de venir déjà sur les marchés publics en France, même concourir sur une offre d'un département, d'une région, etc. Alors vous imaginez à l'export, point de suspension, point d'exclamation. Donc vous pourrez toujours améliorer l'anglais, bien sûr qu'il faut le faire, évidemment qu'il faut le faire. Mais enfin, comme l'a dit un de nos collègues tout à l'heure, Barbier, voilà, nous on apprend Shakespeare, c'est formidable, après on ne sait plus parler, d'ailleurs regardons nous-mêmes dans nos échanges, voilà, un foutu de s'exprimer, ou en tout cas correctement, même dans un anglais arafatien. Donc voilà, alors améliorons-le, très bien. Moi je vais vous dire la grande différence avec nos amis allemands, il y en a une majeure, c'est qu'ils ont, on le sait tous, c'est qu'ils ont des entreprises
intermédiaires qui sont du coup plus fortes et plus musclées pour aller à l'exportation. Il n'y a pas d'autre chose. Puis il y a un autre problème qui est culturel. Les Allemands, quand ils vont à l'export, ils y vont en force. Ils y vont avec l'architecte, le banquier, le machin, etc. Nous, l'entreprise, elle se débrouille seule. Et pardon, mais on n'a pas évoqué ces problèmes bancaires, financiers, etc. Mais ils sont majeurs aussi à l'export. Alors, tout ce qu'on peut améliorer par la diplomatie économique, vous le dites dans le rapport, moi je souscris aux recommandations. Mais le vrai fond, il n'est pas là. Pardon, le vrai fond, il n'est pas là. Le vrai fond, il est que nos entreprises considèrent que ce n'est pas pour elles l'exportation, malheureusement. Voilà. Merci beaucoup, Laetitia Saint-Paul. Merci Madame la Présidente. J'aurais souhaité élargir le sujet à l'Union européenne, étant donné que l'Union européenne, pour tous ses pays membres, dispose d'enveloppes financières pour aider les entreprises à exporter. Or, sur le terrain, j'ai rencontré plusieurs acteurs économiques, dont des négociants en vin dans ma circonscription, et ils me disent, dans les grands salons internationaux, on rencontre des Espagnols, des Italiens qui nous disent « Nous profitons de ces aides européennes, pourquoi vous n'y arrivez pas ?» Et le plus grand négociant de Loire, le groupe Orchidée Ackermann, m'a envoyé un courrier pour me dire « J'abandonne les tentatives pour obtenir les aides européennes. Le temps que j'y passe me coûte plus d'argent au final que les obtenir. » Donc comment ça se fait? Est-ce qu'en France, on rajoute une telle lourdeur administrative que même les instruments mis en place par l'Union européenne nous permettent pas d'améliorer notre situation à l'export? Et je me demande parfois si nous sommes shadockiens, pourquoi faire simple quand l'on peut faire compliqué? Très juste, merci beaucoup, Madame la députée. Éric Girardin. Merci Madame la Présidente. Bon, je m'associe aux félicitations à l'encontre de nos deux collègues. Et en tous les cas, je suis très content que, Madame la Présidente, vous acceptiez d'inscrire la diplomatie économique dans nos travaux, parce que ça me paraît très très important et que c'est sans doute un des leviers de développement et économique de notre pays. Et donc il faut qu'on le fasse, et c'est très bien qu'on le fasse. Moi, je voudrais ajouter quelques propos à l'introspection qui a été faite, en disant aussi que dans notre pays, depuis maintenant 40 ans, au travers des différentes politiques économiques, politiques d'État qui ont été menées, on a eu de cesse que de détruire le secteur S2 de l'économie française, le secteur de la production industrielle. C'est quand même 11 points de création de richesse en moins, 2,5 millions d'emplois annihilés, qui n'ont jamais trouvé, bien sûr, la transposition dans l'orientation qu'on avait pressentie comme étant l'ouverture pour demain, c'est-à-dire la tertiarisation de l'économie. Tertiarisation de l'économie n'a pas du tout su combler effectivement ce choix stratégique. Alors, soit stratégique, position européenne, enfin tout un tas de choses qui nous ont effectivement finalement désaxés et désorientés de ce qu'était aujourd'hui la France. Et je prendrais par exemple la production d'acier. On est quand même la 7e puissance économique du monde maintenant et on ne maîtrise même pas notre production d'acier. On avait la chimie avec Péchinet, on avait le textile. Alors aujourd'hui, à la faveur des évolutions techniques et scientifiques, on a la chance de pouvoir effectivement reconquérir un certain nombre d'industries. Je parle du textile, un certain nombre d'entreprises se remettent à faire du textile sur notre territoire. Bref, moi je milite pour qu'on intensifie ce retour à l'industrialisation du pays parce que ça crée entre nous, entre les pôles de la concurrence, et c'est bon et ça facilite aussi le retour à l'exportation. Et pour me focaliser sur l'exportation, faut dire, on a quand même aussi des champions, on a aussi des choses qui marchent bien. Certains ont tout simplement parlé d'Airbus. Je voudrais moi parler de la filière des vins et spiritueux, où on est quand même, si on tient compte du fait qu'on produit tout sur notre territoire, c'est quand même la première filière contributrice au commerce extérieur. Donc il y a des choses à faire. Et pour finir, sur le guichet unique, alors Denis, tu en as parlé, je crois que c'est très très important qu'on le fasse très vite, parce que par exemple sur les producteurs indépendants qui veulent exporter en Europe, c'est une complexité incroyable, parce que chaque fois qu'ils ont un nouveau client, il faut effectivement ouvrir une feuille administrative. Et c'est quelque chose d'impossible, donc ils sont obligés de passer par les importateurs, mais un importateur, ça a un coût. Et donc, ça détruit la rentabilité des entreprises exportatrices. Merci. Merci beaucoup. Dernier intervenant, Michel Arbillon m'a demandé la parole. Je lui donne vraiment mes 15 secondes de droit de suite, alors. Bon, non, juste un mot. Je voulais répondre, puisque j'ai été interpellé par mon collègue Mélenchon. Mais comme il est parti, je lui dirai une autre fois. Il a insisté sur la culture. Je vous invite, vous savez que la présidente nous a confié à Cyracilla et à moi un rapport sur la diplomatie culturelle d'influence. Et je vous invite, mes chers collègues,
à venir en séance lorsque nous le présenterons. Donc je voudrais, pour terminer, Madame la Présidente, pour que le rapport de nos excellents collègues ne reste pas lettre morte, j'aimerais votre attention une minute. Oui, pardonnez-moi. Je souhaiterais vraiment, pour que ces rapports ne restent pas lettre morte, et compte tenu de l'importance que légitimement vous accordez et nous accordons à ce sujet, que l'on retienne du rapport de nos collègues 2 ou 3 priorités absolues pour ce plan d'urgence, et que, parce que ça fait partie de notre rôle de contrôle de l'action du gouvernement, que l'on demande au ministre en charge, à Jean-Yves Le Drian, à Jean-Baptiste Lemoyne, leur engagement vis-à-vis de la mise en œuvre de ce plan d'urgence, et aussi que l'on fasse tomber les citadelles administratives si ces citadelles aboutissent à ce que on soit dans la situation qui a été décrite. Parce que c'est bien joli les discours et les mots sans arrêt et les priorités verbales. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe sur le plan de l'action? Et je pense que notre commission s'honorerait de prendre en main ce sujet et de demander un suivi pour qu'il y ait un rapport de suivi parlementaire Merci. sur ces propositions. Merci, monsieur le député. C'était effectivement une des propositions que j'allais faire, mais c'est tout à fait, je vous entends tout à fait, je pense que les collègues aussi. Je me tourne vers les co-rapporteurs pour des réponses rapides. Oui, Madame la Présidente, oui, rapidement. Ce qui a été évoqué sur la lourdeur concernant la consommation des crédits européens, moi je partage ce que tu as dit et on est bien placé pour le savoir aussi chacune et chacun dans nos territoires, c'est le cas aussi chez moi. Pourquoi ailleurs ils arrivent à consommer les crédits? Pourquoi nous on n'y arrive pas? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Tu l'as évoqué. Voilà, je crois qu'il y a un réel progrès à faire dans ce domaine-là et notamment la manière dont la France aborde ces questions des crédits européens. C'est pas Marielle de Sarnez qui me démentira. Sur l'anglais efficace, Maurice Leroy, et ne pas s'arrêter sur Shakespeare et aller plutôt sur des mots qui peuvent permettre à quelqu'un qui veut faire du business à l'export de pouvoir s'en sortir. Il a entièrement raison, mais c'est vrai que toutes les écoles de commerce et les structures, voilà, il y a quand même, voilà, tout ne se résume pas au sketch que l'on a appris en classe de 6e et à l'étude de Shakespeare. Mais je pense qu'on peut progresser Encore aussi. que ce serait pas mal. Encore que ce serait pas mal. La francophonie par Bruno Fuchs, ou finalement aller se positionner dans des pays où on parle encore majoritairement français, passer de 300 millions à 800 millions, pourquoi pas? Je pense que c'est quelque chose aussi à creuser, qu'on n'a pas forcément mis d'ailleurs dans notre rapport, Denis, cette question de la francophonie. Je pense qu'on pourrait effectivement y intégrer des éléments sur ce point. Et puis Éric Girardin sur la destruction de l'industrie depuis 40 ans, je pense que les pouvoirs publics n'ont jamais eu la volonté. En tous les cas, c'est la manière dont les choses se sont passées, où on a abandonné des pans, ce n'est pas faux, où il y a aussi des entreprises qui ont manqué de partenaires, des entreprises qui n'ont pas su aussi à un moment investir dans le cadre de leur outil de production, et je le vis encore actuellement chez moi, des carnets de commandes pleins, mais les machines ne suivent pas, faute de volonté à un moment ou à un autre, ou de problèmes de crédit aussi pour pouvoir investir. Donc là-dessus, il a entièrement raison. Voilà ce que je voulais évoquer. La dimension environnementale, on en a parlé aussi dans notre rapport. C'est vous, madame, qui avez évoqué la question de l'environnement dans nos propositions. On a eu toujours, effectivement, avec Denis, ce souci de mettre en rapport les propositions que l'on faisait avec la préservation de l'environnement. Malheureusement, tous les pays ne sont pas non plus dans la même dimension et certains, il faut dire les choses, se moquent totalement des questions environnementales, mettent toutes ces questions de côté. Il suffit de regarder ce qui peut se passer dans certains fleuves d'Extrême-Orient où tout est rejeté sans s'occuper de rien, avec des populations qui sont en aval, qui posent de réels problèmes. Donc c'est vrai que nous, on le met, mais certains aussi disent il ne faut pas que les questions environnementales viennent empiéter sur l'économique. Il faut l'avoir au départ, lorsqu'il y a des constructions d'entreprises et autres, mais pour après, quand la production, j'allais dire, démarre dans les entreprises et que ces entreprises existent depuis longtemps, c'est quand même un petit peu difficile dans certains pays de leur faire respecter des normes environnementales aujourd'hui complètement bafouées. J'ai essayé de répondre à quelques questions qui n'ont pas été abordées par mon collègue. Marion, tu as abordé... Elle est partie. Non, tu es là, excuse-moi. Tu as abordé les réseaux d'anciens élèves. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, lors de nos éditions, a été vraiment remonté.
En fait, les personnes qui ont abordé le sujet ont surtout comparé à ce qui se faisait dans les pays anglo-saxons, où il y a toujours le listing de l'ensemble des élèves, et tous les événements qui sont organisés dans chacun des pays où il y a des ambassades invitent les anciens élèves qui ont été en France ou dans des écoles françaises qui elles-mêmes ne sont pas forcément en France. Et je l'accorde, et tu as raison de là-dessus, d'appuyer le fait qu'on pourrait y rapporter tous les collégiens ou lycéens des lycées français en dehors de nos territoires. Soutenir la francophonie. La question de développer l'anglais qui est la langue du business n'est pas au détriment de la francophonie. Il ne faut jamais partir sur un seul et unique axe, je suis d'accord avec vous. La francophonie est une richesse pour notre pays. Le développement du continent africain est pour nous aussi une opportunité de croissance de nos échanges commerciaux. Nous devons continuer à travailler sur la francophonie, à la promouvoir et tel que nous pouvons le faire, j'ai même améliorer la façon dont nous le faisons. Bertrand, tu as parlé de ce qui s'est passé en Normandie. Lors des différentes auditions, nous avons rencontré Monsieur Priolo, qui est le vice-président de la région Normandie, et justement qui est extrêmement dynamique sur le sujet. Et en effet, nous avons intégré au rapport plusieurs idées et propositions qui nous a été faites. Que rajouter d'autre ? L'écologie, mon collègue en a parlé. Monsieur Fuge, la francophonie, je viens d'y répondre. Madame Poletti, oui, votre témoignage sur ce qui se passe avec les Pays-Bas, en effet, nous avons, je pense, nous, en France, une différence culturelle dans nos échanges où on met d'abord la culture, la francophonie, qui est vraiment notre ADN. D'autres pays le font différemment, les pays anglo-saxons, les Pays-Bas, les pays en fait du nord de l'Europe. Nous devons, je pense, regarder ce qui se fait, non pas devenir comme eux, parce qu'il faut aussi qu'on garde ce qu'on est nous, mais s'appuyer sur quelques exemples et bons usages. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous avons fait des propositions qui se rapprochent de ce qui se passe dans ces pays-là. Et puis je crois qu'on est pris par le temps. Donc je pense qu'on a répondu à tout. Et puis si d'autres questions, enfin si on n'a pas répondu à certaines de vos questions, revenez vers nous. Je rappelle aussi que les groupes peuvent joindre au rapport des contributions. Madame la Présidente va aborder le sujet. Non mais tout à fait. Merci beaucoup d'abord aux deux co-rapporteurs. Moi, je veux remercier l'ensemble des parlementaires, les co-rapporteurs et tous ceux qui sont intervenus pour la qualité du débat. Il peut y avoir des divergences d'appréciation, des divergences d'opinion, mais je pense que le débat était extrêmement intéressant et qu'il y a au moins une convergence sur un point, c'est que nous considérons tous que le déficit du commerce extérieur français est une tragédie pour le pays. C'est une tragédie pour la croissance, c'est une tragédie pour les emplois, c'est une tragédie pour l'innovation, c'est une tragédie pour notre présence au monde. Et donc, nous sommes tous d'accord sur ce constat. Et je trouve que c'était très intéressant. Je pense, pour ma part, que ceci appelle vraiment une mobilisation générale. Vraiment. Ça touche de très, très nombreux points. Je ne vais pas les reprendre. Les deux co-rapporteurs l'ont très bien fait. Mais enfin, ça touche toute la question du rôle de l'État, effectivement. Ça touche toute la problématique de la stratégie industrielle et d'une reconquête industrielle que nous avons laissé perdre. C'est la question, moi j'y suis très sensible, Maurice Laurent en a parlé des marchés publics. Je rappelle que nous sommes, nous, Européens, le continent le plus ouvert au monde, aux autres, alors que pour nos marchés publics, alors que nous parlons de réciprocité matin, midi et soir, nous sommes absolument dans le contraire de la réciprocité. 80% de nos marchés publics sont ouverts, alors que si vous allez aux États-Unis ou évidemment en Chine, mais même aux États-Unis, les marchés publics ou au Canada sont réservés pour une très grande partie aux petites et moyennes entreprises locales. Et c'est vrai que nous appelons de nos voeux cette même réflexion, plutôt que de demander au Canada et aux États-Unis d'ouvrir leurs marchés publics. De temps en temps, on se dirait qu'on réserve nos marchés publics à nos entreprises françaises en France, européennes en Europe. Je pense que ceci serait une bonne chose. Évidemment, la question, c'est de faire grandir nos TPE, PME. Nous le savons tous, c'est la différence qu'il y a entre la France et l'Allemagne. Et pour ma part, moi, je suis très sensible à tout ce qui a été dit sur la question de gouvernance. Je pense que tant que ça dysfonctionnera du côté de la gouvernance, on n'y arrivera pas. À la vérité, il faut un état-major unique. Et il faut des objectifs clairs, identifiés, lisibles, compréhensibles et des objectifs dans le temps et sur le très long terme pour qu'on puisse savoir où on va et comment on y va et comment on est soutenu. Donc je crois que oui, il faut une gouvernance unique et un état-major unique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faudrait que la simplification, que les outils, les moyens dépendent d'un seul
et d'une gouvernance unique. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire. Je veux vous proposer 2 choses très précises. Tu as commencé à l'aborder. Les groupes, je trouve que compte tenu du débat que nous avons eu, il me semblerait intéressant que les groupes qui le souhaitent puissent apporter une contribution au rapport en tant que tel. Ils ont jusque vendredi de cette semaine, vendredi prochain, peut-être, pour les rédiger. Et je trouve que si cela leur parle, je trouve que ce serait une bonne chose de le faire. Ça pourra nourrir le débat. Et au fond, il faut que cette commission s'approprie ce débat. C'est tout à fait le champ de notre mission. Ça, c'est la première proposition que je voulais faire. Donc, que les groupes qui le souhaitent puissent le faire. La deuxième proposition, elle reprend ce que Michel Habillon a dit. Je pense qu'il faut que nous ayons un suivi. Et donc, nous allons regarder peut-être les contributions qui viendront des groupes. Nos co-rapporteurs, peut-être dans leur relation avec la presse, vont enrichir leur rapport de ce qui aura été dit oralement ce matin ici. Et je pense que c'est important de montrer à quel point cette question est majeure pour le champ même de notre commission. Je trouve qu'on n'en parle pas assez et qu'il faut le faire. Et donc, je pense qu'un suivi de vos préconisations, de vos propositions, auprès du ministère des Affaires étrangères, nous demanderons effectivement au ministre en charge de nous dire où ça en est. Vous pourriez vous-même être en suivi permanent avec l'ensemble des administrations. Je dis des administrations, c'est sûr qu'il vaudrait mieux, à mon sens, qu'elles ne soient que dans un endroit. Jacques Maire ? Je pense que c'est très bien. Il faut peut-être viser un cran au-dessus aussi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde comment a été gérée cette compétition de gouvernance, on se rend compte que l'arbitrage s'est fait au niveau du Premier ministre et qu'en fait, quand on a le Quai d'Orsay, on a quelque part le front office, on a, excusez-moi pour l'anglais, mais on a voilà. Et si on veut vraiment, je dirais aussi faire bouger un peu les lignes, sachant que ce n'est pas du tout un enjeu pour Bercy en réalité autre que défensif. Donc au niveau politique, ils n'en parlent pas, c'est les services. Donc moi je serais plutôt pour aussi que, au nom de la Commission, si c'est possible, en prenant les quelques points clés, y compris relevant des contributions des groupes pour trouver un niveau de synthèse qui nous implique tous, une lettre de la présidente au Premier ministre. Je suis tout à fait d'accord. Je reprends cela aussi. Ça donnera le point exact des attentes de cette commission et de ses exigences. Je trouve que c'est très bien. Nous faisons c'est notre mission en tous les cas. Oui, on peut remettre le rapport, on peut remettre les contributions des groupes, on peut éventuellement faire une lettre et en même temps remettre tout cela au Premier ministre. Tout ceci peut s'additionner. Donc je suis absolument d'accord. En tous les cas, ça sonne la mobilisation pour notre commission et donc j'en suis très heureuse. Merci vraiment à toutes et à tous. Il reste une chose à faire, c'est d'avoir voté.